Bégodeau et un de ses intervieweurs, qui s'appelle Le Libre Arbitre n'existe pas sur YouTube, nous clash, nous explique qu'on n'a rien compris au marxisme et nous attaque sur la notion de déterminisme parce que selon eux, le marxisme est un déterminisme et nous, on amènerait de la liberté et du libre arbitre dans le marxisme, ce qui ne devrait pas exister. Enfin, voilà. Un débat qu'on a déjà eu sur la chaîne, notamment quand on parle du dépassement de Spinoza par Marx ou des choses comme ça, pour ceux qui apprécient la philosophie. Du coup, on va leur répondre parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes et je sais que sur cette chaîne, on parle parfois de philosophie, que ça vous plaît, que des fois ça nourrit des réflexions chez certains. Et comme ça, on va pouvoir préciser ce qu'est le déterminisme, la différence entre la pensée marxiste et la pensée déterministe, notamment celle issue de Spinoza, même s'il est plus ou moins bien compris par certains. Et donc du coup, on va revenir là-dessus avec Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es chaud pour aller faire à la fois deux choses qu'on aime, parler de philosophie et faire un peu du clash, notamment avec Bégodeau? Ouais, bah, je suis chaud quand c'est justement des clashs qui servent à dire des choses, quoi. Voilà, préciser et tout. Sur la philosophie, bah oui, c'est un peu nos origines, hein, de nos premiers lives. Et c'est d'ailleurs les premières questions. Bégodeau, après, voilà, on a un petit. Un jour, je pense qu'on fera un plateau avec Bégodeau, ça finira comme ça, je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Ce qui est intéressant dans cette question de libre arbitre déterministe, t'as dit apprenti philosophe, je pense qu'effectivement, il faut avoir un peu de considération pour ça. C'est que c'est un peu les premières questions qu'on se pose quand on démarre la philosophie, la liberté, le Moi, j'ai déterminisme. commencé par l'éthique, tu sais, Ouais, justement. voilà. Et le déterminisme, je pense que nous, on tape souvent sur le déterminisme aussi pour faire avancer les gens vers autre chose. D'ailleurs, on pourrait peut-être le définir tout à l'heure pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais la réalité, c'est que cette pensée qui consiste à présupposer, parce que c'est une présupposition, c'est une croyance, le déterminisme, contrairement à ce que certains pensent, que la totalité de l'univers est régie depuis le début par des suites nécessaires de cause-effet. C'est-à-dire que Mhm. dès le début de l'univers, vous avez eu le Big Bang, par exemple, et par la suite, tout a été fait de manière nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune place à des interactions, par exemple, probabilistes. Donc, tout a été fait de manière cause-effet, 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 ce qui fait qu'en fin de compte, il n'y a pas de liberté, et ce qui fait, au fond, qu'il n'y a qu'une seule et même fin à l'histoire, qu'on ne connaît pas, parce que les déterministes souvent disent qu'on ne peut pas connaître l'intégralité des causes-effets qu'il y a dans le monde, donc on ne peut pas connaître la fin de l'histoire, contrairement à ce qu'on appelle le finalisme, qui considère, eux, qu'il y a une fin de l'histoire, et presque qu'il pourrait y avoir plusieurs chemins pour aboutir à cette fin. Les déterministes, eux, pensent qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène du début à la fin de l'histoire, même si on ne peut pas forcément connaître la fin de l'histoire, et donc que l'action peut servir pour changer les choses, même si on était conscient de toutes les causes et effets de l'univers, en réalité, nos actions sont elles-mêmes déterminées, et il n'y a aucune part de liberté dans tout ça, que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Donc voilà, là on a un petit peu parlé du déterminisme, mais bref, je pense que le déterminisme, c'est une pensée par laquelle beaucoup de gens sont passés. Moi, je suis passé par le déterminisme avant d'aboutir à une pensée marxiste. Je pense que souvent, le déterminisme, notamment dans un parcours philosophique, permet justement de battre certaines croyances, tout comme dans l'histoire, au XVIIe siècle, le déterminisme a servi de taper un petit peu sur des croyances irrationnelles, notamment les croyances basées sur Dieu, qui étaient mises en avant par toute la noblesse, la féodalité, tout ça. C'est une pensée qu'il faut respecter, mais c'est une pensée qui aujourd'hui est en crise, et je pense que Bégodeau et son camarade, là, en sont des preuves vivantes. Et donc, on va parler de tout ça, on va peut-être les laisser parler un petit peu. Je sais pas si tu as quelque chose à dire avant qu'on commence. Ouais, non, une petite précision, c'est des vrais problèmes, de l'histoire de la philosophie. Donc c'est intéressant, c'est pour ça qu'ils sont si discutés. Parce que comme tu dis, on peut en faire l'expérience ou non. Puis c'est un vrai problème de fond. Toute l'histoire de la philosophie moderne parle de ça. On va sûrement en parler après. Sur Kant, etc. Je voulais juste une petite pression sur le déterminisme, mais le déterminisme peut ne pas être un finalisme, en fait. Ah Il oui, peut oui, y bien sûr, avoir... c'est justement ce que Ouais, j'essayais de dire, tu vois, qu'il y ouais, avait une ouais, différence, tu vois. Les ouais, finalistes non, pensent mais qu'il t'as peut y raison. avoir plusieurs chemins pour arriver à la fin. Le Il y a une fin en déterministe soi, dit, quoi. il y a qu'un seul chemin. On sait pas forcément où il Mais arrive, mais il y a qu'une seule fin, qu'un seul chemin, tu vois. Il y c'est a qu'un seul ça. début. Mais il y a peut-être même pas de fin du tout. Il y a peut-être C'est même pas c'est de vrai, fin, ça bien pourrait sûr. être un chemin continu à l'infini, tu vois ce que je veux dire, mais qui est une seule direction, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que le déterminisme est quelque chose qui donne un sens. Tout a un sens, le sens de la causalité, voilà. Et ce sens a ce paramètre ambivalent. C'est-à-dire, il est unique, il va dans un seul sens, dans une seule direction. Et toute la signification de l'histoire et des choses passe par là, c'est-à-dire le passé donne la signification du présent, et donc le présent donne la signification de l'avenir, etc. Enfin, c'est l'analogie de Kant sur la causalité. Voilà. Bref.
On peut y aller. À gauche, du coup, vous avez le monsieur, je ne connais pas son nom, de la chaîne Le Libre Arbitre n'existe pas. Et vous avez Bégodeau, évidemment, à droite, que vous connaissez. C'est intéressant parce que déjà, c'est un médecin psychiatre. Le gars de la chaîne Libre Arbitre n'existe pas, je ne savais pas, je l'ai appris en regardant un peu l'interview. Et donc, on partage ça avec ce monsieur. Mais c'est pas rien, c'est pas rien. On va voir que c'est pas rien et que c'est intéressant d'ailleurs que ce soit deux éléments de la petite bourgeoisie qui assument le déterminisme, tout comme aux origines du déterminisme, c'était un petit bourgeois comme Spinoza qui assumait le déterminisme aussi, tu vois. C'est intéressant, je trouve. Le déterminisme dans la psychiatrie est un outil, je pense, encore assez efficient. Enfin, tu vois, la science évidemment. un peu causale, quoi, comme ça. Que ce soit quelqu'un comme un psychiatre qui défende ça, je pense que oui, parce que c'est, à son échelle, quelque chose qui lui paraît comme extrêmement efficient, voilà. Ah bah oui, c'est sûr, hein, tu vois quelqu'un, tu prends des choses qui se sont passées dans son passé, tu vois quelqu'un qui a été victime, je sais pas, d'inceste, qui vient de perdre son boulot, machin, bah tu te dis, il y a plus de chances que cette personne soit dépressive, tu vois. Ou que cette personne ait des traumatismes. Enfin, oui, il y a plus de chances que, c'est une évidence, tu vois. Donc le déterminisme, essayer de trouver des causes à la souffrance de quelqu'un à un instant T, c'est extrêmement efficient. Et en plus de ça, il est vrai que souvent, essayer de trouver des causes, c'est important pour les gens, c'est-à-dire de comprendre pourquoi est-ce qu'ils en sont là. Tu vois, des fois, ça fait partie de la guérison. Pas forcément, hein, on peut très bien avoir des problématiques psychiques et ne jamais en comprendre vraiment la cause et puis arriver à s'en libérer, c'est tout à fait possible. Mais quand même, essayer de trouver des causes, même si parfois elles sont un peu fausses ou un peu fantasmées, bah, ça peut permettre de mieux vivre quand même. Là, je vous mets la partie où il parle de nous, après on verra si on revient sur d'autres parties. L'interview est extrêmement longue. Si vous la regardez de manière concentrée en prenant des notes du début à la fin, vous verrez qu'ils disent l'inverse à la fin qu'au début. Ça, c'est assez drôle, mais bref, on va juste voir déjà la partie où il parle de nous, parce qu'il parle déjà de beaucoup de choses, et puis on reviendra sur ce qu'ils disent dans le reste de l'interview. Cette agentivité, cette illusion que si tu veux, tu peux, neurologiquement, on ressent ça, on est câblé comme ça. Mais je trouve fondamental, précisément au nom même du but même que nous avons et que les militants ont, qui est de changer le monde, de commencer enfin à savoir rigoureusement, matériellement, scientifiquement, un peu mieux comment réellement, matériellement fonctionne le monde. Ça fait suite à un moment donné où il tape un peu sur le militantisme en disant en gros que les militants ont l'impression qu'il y a une liberté, que eux ils ont une action libre par prise de conscience, d'aller militer pour essayer de changer le monde, alors qu'en réalité tout ça était prédéterminé, en fait ils étaient déterminés à le faire. Et bien souvent, dit Bégodeau, en fait, ils militent pas tellement par prise de conscience, mais parce qu'ils se font chier chez eux pour aller draguer ou des trucs comme ça. Peut-être que si tu sors le dimanche pour aller tracter, c'est en fait parce que tu te fais chier chez toi. En fait, tu le fais parce que ça t'éclate de le faire. Parce que tu préfères faire ça, t'aimes bien voir les gens. Peut-être que tu es amoureux en ce moment d'une des copines, des camarades de ton groupe politique. Ce qui t'active, c'est de la joie. Et cette joie, elle est activée par plein de choses en toi, ce que j'appelle libido, quoi. C'est-à-dire le registre des plaisirs, le registre du désir en général. On voit que Bégodeau n'a jamais trop milité parce qu'en vrai de vrai, si tu vas aller draguer ou aller faire un truc sympa, tu vas pas faire du porte-à-porte où 5 personnes sur 6 te répondent pas et pensent que t'es un mec chelou, tu vois, et c'est peut-être pas le meilleur endroit pour draguer. Mais bref, en gros, il parle du militantisme et il les tacle un peu avec le déterminisme en disant il ferait mieux d'être déterministe. Il comprendrait que s'ils militent, c'est parce qu'ils sont déterminés à le faire et qu'il n'y a pas une croyance à avoir en la liberté. Mais Bégodeau dit ils croient peut-être en la liberté parce que ça leur permet de se lever le matin en se disant oui, moi ce que je fais, je le fais parce que je suis libre et pas parce que je suis déterminé. En gros, c'est un peu ça le débat, quoi. Mais ce qui est amusant, alors Bégodeau dit peut-être pas tu dragues les gens à qui tu tapes à la porte, mais ta camarade avec qui. Ah, la camarade, oui, pas les gens, oui. Déjà, Bégodeau saurait que déjà le ratio nombre de femmes, nombre d'hommes dans les partis est assez dissymétrique. Et qu'en plus, comme il est dissymétrique, si en plus tu t'amuses tout le temps à la draguer, il y a peu de chances qu'elle revienne. Ça, c'est un petit peu le problème de l'illusion qu'on se fait quand on n'a pas milité ou quand on y allait une fois de temps en temps, justement pour ça. Les gens qui sont là depuis 20 ans, ils ont plus tendance à perdre leur femme, à perdre leur vie sociale, que à trouver des relations mondaines. Mais pour être moins trivial, il y a un truc rigolo, tu vois, il commence par dire « Mais en fait, nos neurones sont câblés pour nous faire croire au libre arbitre. » Alors, c'est assez hallucinant d'arriver à pondre une théorie comme quoi tout serait déterminé, nous aussi, mais que ce déterminisme-là, il servirait à fabriquer de l'illusion du libre arbitre pour pouvoir fonctionner. Tu vois, c'est comme si tu postulais un dieu tout-puissant, omnipotent, comme leur déterministe, qui fait tout pour croire qu'il n'existe pas. Et là, il y a vraiment un sens tragique. Non, mais surtout, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il est...
Le gars, il a aucune notion que dans l'immense majorité de l'histoire, les gens croyaient pas au libre arbitre et Mais non, je veux dire, croyaient, je sais pas, aux esprits, croyaient qu'ils avaient fait ça par la force des ancêtres ou je sais pas trop quoi. Enfin, le libre arbitre, frérot, ça a 4 siècles, hein. Même aujourd'hui, partout dans le monde, tout le monde croit pas au libre arbitre. Donc dire le cerveau est précablé pour croire au libre arbitre, c'est n'importe quoi, parce que justement, le libre arbitre est un concept éminemment moderne. Ça fait 300 000 ans que l'Homo sapiens existe, et puis 7 millions d'années que les hominidés existent, et pour autant, la plupart n'ont pas cru au libre arbitre. Donc c'est n'importe quoi de dire ça vient du cerveau. C'est vraiment du matérialisme vulgaire, ça. Je veux pas trop critiquer, parce qu'en réalité, il peut avoir raison sur plein de trucs, mais c'est typiquement le psychiatre qui tombe, tu sais, dans une espèce de haine de la psychanalyse, et qui tombe au contraire dans un espèce de réductionnisme neuroscientifique un peu bas du front. Au lieu d'essayer de comprendre comment dépasser l'opposition entre tout est dû au constructivisme et à des relations langagières et ou tout est dû aux neurones. Bah, en réalité, c'est les neurones qui participent aux relations langagières. Tu vois, enfin voilà, je trouve qu'il tombe dans un réductionnisme et là on le voit bien. Et d'ailleurs, il le dit même dans l'interview, il dit quand je dis je, c'est pas moi qui parle, c'est pas ma conscience, c'est mon cerveau. Je travaille même dernièrement à essayer de ne pas dire mon cerveau, mais de me rappeler que ce jeu que j'appelle jeu est ce cerveau qui est en train de parler, quoi. J'aime à me rappeler que quand je parle de mon cerveau, je suis ce cerveau qui parle de soi-même, incarné dans ce corps, quoi. Mais frérot, ta conscience et ton cerveau, si t'es pas dualiste en fait, ta conscience elle est dans ton cerveau, tu vois, et le jeu est dans ton cerveau. Le jeu est une émergence supérieure de tes neurones éduqués dans un monde langagier avec des gens, avec l'intériorisation du langage collectif. Enfin voilà, la matière elle est complexe et elle est réutilisation d'autres structures qui servent dans d'autres ordres, tu vois, tout comme, je sais pas, dans tes neurones t'as des atomes et eux-mêmes suivent les lois atomiques à l'intérieur de tes neurones. Tu vois, si tu zoomais assez sur tes neurones, tu verrais jamais que c'est des neurones, tu te diras, bah, c'est des atomes avec du carbone qui est en train de faire je sais pas quoi et tout. Enfin, en fait, c'est la même matière qui a différents stades d'organisation régies par des lois relativement indépendantes, qui sont pas tout à fait indépendantes, parce que justement, les lois d'avant, tu vois, par exemple, les lois atomiques continuent à marcher dans la biologie, tu vois, et puis les lois biologiques continuent à avoir une certaine efficience dans le monde social, même si le social va parfois aller à l'encontre de ces lois biologiques et donc les réutiliser d'une certaine manière. Enfin, voilà, il y a une complexité là-dedans qu'on ne peut pas réduire toujours à ce qu'on appelle un physicalisme, parce que ce monsieur, il est physicaliste, c'est-à-dire il pense que à un moment donné, il dit en fait, l'être humain n'a rien de différent de toute agitation atomique dans le cosmos. Nous ne sommes rien de plus ni rien de moins que n'importe quelle autre agitation de matière en ce monde et en ce cosmos. Si l'être humain n'a rien de différent avec toute agitation atomique dans le cosmos, pourquoi dès le Big Bang, il n'y a pas l'être humain, tu vois? Bah non, il y a eu besoin de différentes organisations de matière, de confrontation avec d'autres organisations, des organisations qui ont été plus efficientes sur le monde, qui se sont stabilisées, qui ont permis de donner, tu vois, des étoiles, qui ont permis de donner certains types atomiques, puis moléculaires, puis l'émergence de la vie. Enfin, tout ça, c'est une histoire qui est complexe. Et pour le coup, Bégo de Caen en face, je trouve, il a en face de lui quelqu'un qui est presque nihiliste. Si pour toi, l'être humain, c'est pareil que n'importe quelle vibration dans l'univers, bah, je veux dire, d'accord, si tu veux, mais t'as rien dit, quoi. Enfin, ça rime à quoi, tu vois? Ça, c'est typique des gens qui veulent tout dire. En fait, à la fin, ils disent rien. Tu sais, c'est vraiment vouloir le verbe qui dirait tout de la réalité du monde. Oui, à la fin, t'es obligé d'avoir une espèce d'abstraction hyper générale. Tu vois, pas du genre, tout est de la matière. Ouais, bah, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière quand on a dit tout est de la matière? Oui, oui, tout est de la matière. Moi, je suis de la matière. Cette tasse, c'est de la matière. Ce casque, c'est de la matière. Bon, bah voilà, vous avez appris ça pendant la capsule, quoi. Voilà. Une fois que tu as dit ça, t'as rien dit, en fait. Mais c'est à vouloir tout dire sur la réalité du monde, bah tu dis rien. Donc tu te retrouves vraiment dans... Ce qui est drôle, c'est que tu le disais, on croirait de la foi, mais on croirait à une discussion entre théologiens, tu sais. Avec un tel niveau d'abstraction qu'on arrive à de l'ontologie où c'est et tout est de la matière, et puis les militants, ils se rendent pas compte qu'en fait, quand ils militent, bah, en fait, ils ne sont qu'une toute petite poussière dans cette matière. T'es là, ouais, si tu veux, mais ça change quoi à la vie des militants, tu vois? Genre, évidemment que toute action est située dans un certain domaine d'action, tu vois. Moi, je suis humaniste, bah, peut-être parce que je suis un être humain, tu vois. Je serais pas un être humain, je serais peut-être pas humaniste, mais je pense qu'il y a une dignité, un niveau de complexité et une valeur en soi de la vie humaine, tu vois. Et eux, ils vont te dire... En fait, si les humains crèvent demain, c'est pas mal en soi. Oui, d'un point de vue de nos affects, là, on est déterminé à trouver ça mal, mais en fait, c'est pas mal en soi. Mais Bégodeau, ça m'étonne de lui, même à la fin. Alors, je sais pas si il s'adapte aussi à son interlocuteur. Il dit, oui, les gens qui militent pour le vivant, ils militent pas pour les cailloux, alors que le règne minéral, blabla. Et à chaque fois, mon corps ressent que tu es en train d'oublier les pierres. Tu es en train d'oublier les pierres. Tu oublies le minéral, qu'en général, dans une représentation spontanée, on ne met pas dans le vivant. Précisément, le vivant, bon...
C'est le règne animal, c'est le règne végétal, et le règne minéral est un peu exclu du vivant en quelque sorte, quoi. Mais c'est quoi ces conneries, tu vois? Enfin, c'est quoi cet outwokisme de con? Déjà, moi, je trouve ça honteux quand les gens te disent militer pour les animaux et militer pour les gazaouis, c'est pareil. Non, c'est pas pareil pour moi. Moi, je mets une valeur au-dessus de l'humanité sur la valeur d'un animal. Ça veut pas Clairement. dire que je suis pour la souffrance animale, mais pour moi, c'est pas pareil, tu vois. Alors, Mm. dire après que n'importe quel quartz, c'est pareil qu'un gazaoui ou qu'un poulet qui souffre, bah non, c'est pas pareil. Je trouve que c'est pire la souffrance animale que si tu casses un quartz en deux, tu vois, c'est n'importe quoi. Prenons leur rapport théologique, la faison du Pascal. Voilà, vous êtes engagé, vous devez parier, vous devez choisir entre les gazaouis et le fait qu'on extrait de l'uranium. Peut-être l'uranium, tu sais pas, il avait pas envie d'être extrait comme ça, tu vois, t'en sais rien. Tu choisis quel combat? Bah forcément les gazaouis. Bah voilà, donc en fait là ça devient intéressant. Qu'est-ce qui te fait choisir l'un plutôt que l'autre? Et là tu commences à dire des trucs. Mais quand tu en restes au niveau de l'abstraction, oui, bah on est de la matière. Ah bah super, on est de la matière. Voilà, donc mais vraiment on est dans je te dis, dans de la théologie. On essaye de nous faire croire à ça. Moi vraiment j'ai l'impression de lire, tu sais, les Provinciales de Pascal. Je sais pas si tu l'as lu, les Non, j'ai pas Provinciales. lu que les pensées. Et j'en ai pas un grand souvenir en réalité, tu vois, c'est compliqué les pensées. Je pense que j'ai pas assez bien lu, tu vois, c'est compliqué. Les Provinciales est un texte plus lisible, très intéressant parce que c'est très polémique. Alors c'est pour l'anecdote, c'était un texte qui se lisait sous le manteau. C'était vraiment un succès de l'époque. Comme c'était un petit peu réprimé, on se le vendait en brochure sous le manteau, comme ça, voilà. Et c'était un texte vraiment où à un moment donné, t'as quelqu'un qui arrive avec des blessures. Et en fait, il incarne, on va dire, le péché de l'humanité, tu vois. Et puis il trouve 3 médecins. Donc un janséniste, un augustiniste en fait, quoi, voilà. La doctrine de Saint-Augustin qui considère que tout est déterminé. Donc c'est pour ça il me faut marrer là quand il parle du déterminisme intégral. C'est les positions radicales de la théologie catholique, hein, le déterminisme et chrétienne. Hein. De toute façon, pour moi, c'est une croyance. Je veux dire, on parlera de Kant peut-être tout à l'heure, mais en gros, tu peux ni prouver le déterminisme total, ni prouver le libre arbitre. Et c'est marrant parce que le mec, il a une chaîne qui s'appelle le libre arbitre n'existe pas, mais tu pourrais avoir une chaîne, le déterminisme n'existe pas. Les deux sont des croyances, c'est-à-dire on ne peut pas prouver le libre arbitre. Mais étant donné qu'on ne peut pas prouver que tout ce qui se passe dans le présent est déterminé par le passé, parce qu'on n'a pas l'intellection de toute façon des choses passées, la position de dire « Ah ben oui, mais si on avait cherché assez, alors qu'on ne peut pas chercher assez, ça aurait prouvé que », c'est une position de croyance. On a le droit de la tenir. Moi, je pense que déjà, elle est remise en cause par les interactions probabilistes qu'on voit dans la physique quantique. Dire que tout dans le présent a toujours été contenu dans le passé sans pouvoir le prouver en disant « Non, non, mais t'inquiète, c'est pas une croyance, c'est juste la science », bah, c'est une position ultra dogmatique. Et justement, Kant, quand il prouve comment ça s'appelle pas les contradictions, c'est les antinomies de la raison pure. Les antinomies de la raison pure. Il montre, par exemple, tu peux pas prouver que l'espace est fini, mais tu peux pas prouver qu'il est infini. Bah, tout comme tu peux pas prouver que tout est déterminé, tout comme tu peux pas prouver le libre arbitre. Et je pense que lui, il doit croire que nous, on est pour le libre arbitre, c'est pas le cas. Nous, on est pour dire, en fait, on ne peut prouver ni l'un ni l'autre. On peut ni être déterministe, ni être dans le libre arbitre par raison. En plus de ça, c'est un débat de merde. C'est un débat purement ontologique. Marx dit bien que ce qui compte, je sais plus si c'est la 2 ou la 5 sur Feuerbach, il dit ce qui compte dans la vérité, c'est en gros la pratique, tu vois. C'est dans la pratique que se vérifie le critère de vérité, tu vois. C'est pas dans la spéculation en disant oui, mais si j'étais un démon de la place, en fait, on pourrait prouver le déterminisme. Parce que c'est ça leur position, c'est de dire si j'étais conscient de toutes les causes et conséquences, je pourrais vous prouver que, mais je peux pas vous le prouver, mais il faut croire sur parole. Et ben non, en fait, nous, ce qui compte pour nous, c'est les critères de vérité dans la pratique, de comment est-ce que ta théorie se démontre dans la pratique. Tu parlais du démon de la place, c'est la bonne analogie parce que à la fin, il se positionne comme ça. Il parle du monde, de la totalité du monde, de l'extérieur. Il parle même de eux-mêmes, de l'extérieur. Mon cerveau a dit que, tu vois, vraiment le truc, il pense le monde en extériorité. Et là, tu te dis... Tu vois, si au lieu de dire mon cerveau a dit que, il devrait aller au bout. Le Big Bang a dit que, parce que tout est prédéterminé depuis le Big Bang. Le Big Bang a dit à travers ma bouche que... Et c'est surtout que tu te dis, mais en fait, si tu es capable de pouvoir dire ça, et que tu considères qu'il y a un critère de vérité, imagine la puissance que tu donnes à ton existence consciente. Tu es capable de dire ce que fait ton cerveau de manière rétrospective. C'est un truc de dingo. C'est vraiment très intéressant. On a voilà, une espèce de dualisme entre... Alors lui, moi j'ai vu d'autres vidéos de lui, il est assez amusant parce qu'il confond la conscience avec la prise de conscience, c'est-à-dire la réflexivité. Et il va te dire par exemple, bah oui, la conscience c'est que quand tu te poses sur un objet. Donc là, je l'invite à lire Sartre, parce que même Sartre, qui est quand même pas, voilà, l'a déjà démonté, tu vois, dans L'être et le néant, tu vois, il dit, en fait, la conscience, c'est quand je prends conscience de après, quoi. Et donc, il dit il a fait un chant, ce gars, pour dire, ouais, les philosophes, vous êtes chiants et tout, avec votre chasse gardée, machin et tout. Comment vous dire, les philosophes, ce niveau de mépris avec lequel les types viennent te parler. La vérité, c'est que la philosophie,
c'est de la culture, c'est de la convention sémantique autour de concepts. Ça essaye autant que faire se peut de donner des concepts qui permettent de se représenter le réel. T'auras jamais de preuves en philo, c'est que de la logique. On parle pas de science. C'est pas parce que la négation selon Aristote, la liberté selon Kant et la nécessité selon Meillassoux qu'on va s'empêcher de penser, voyons. Je n'ai pas besoin de m'adosser à un vieux barbu qui a existé il y a 300 ans pour m'autoriser à penser aujourd'hui. Juste. C'est un médecin. Je veux dire, les médecins, c'est leur pratique sociale, on leur demande, et c'est vrai, hein, le jour où tu passes interne, tu sais, t'es externe, on ne parle pas, on s'en bat les couilles. Le jour où tu passes interne, c'est toi qui es censé faire le choix. Donc t'es avec des types, des infirmiers, infirmières qui sont là depuis 30 ans, qui savent mieux que toi ce qu'il faut faire, même si toi, en théorie, t'as plus de niveau théorique qu'eux en général, parce que t'as appris plein de trucs, mais entre la théorie et la pratique, des fois, c'est pas pareil, tu vois. Et c'est toi qui choisis, et c'est toi qui es dépositaire. Et donc le rôle propre du médecin, c'est qu'on va t'apprendre que ta parole, en fait, est la parole en dernière instance qu'on va suivre, tu vois. Et il a vraiment ce rapport-là, ce gars, à la philosophie, tu vois, c'est de dire un peu tout ce qui lui passe par la tête, en faisant abstraction de l'histoire de la philosophie, encore une fois, même sans aller jusqu'à Sartre. Je veux dire, Kant est un dépassement de Spinoza, tu vois, je pense que Ah oui, n'importe qui s'intéresse à l'histoire de la philosophie montre que Kant dépasse le dogmatique spinozien. Kant montre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir en réalité, sur l'ontologie notamment, et même quand on s'intéresse à l'histoire de la psychologie, Kant montre que la psychologie, elle ne peut pas être expliquée juste dans notre tête. Et c'est pour ça que du coup, après, il va y avoir des gens, la psychologie va passer du domaine de la philosophie et de la théologie au domaine aussi de l'expérimental, que ce soit de l'expérimental un peu neuroscientifique ou de l'expérimental plus psychologie du développement ou des choses comme ça. Mais bref, il a tendance quand même à penser que sa position lui permet de tout savoir indépendamment des gens, tu vois. l'aplomb qu'il faut là des deux là, Bégodeau est pareil, lui donne les points, voire même il nous met des petites piques en disant qu'on n'est pas seul. L'aplomb qu'il faut pour pouvoir parler de la liberté, de la causalité, du déterminisme, sans avoir lu une ligne de critique de la raison pure. C'est aberrant. Là, on est là pour faire de la philosophie, mais là, on va juste répéter ce que Kant a dit dans sa troisième antinomie. La troisième antinomie dans la critique de la raison pure, c'est l'antinomie de la causalité. De montrer que, justement, il ne peut pas y avoir de début à tout processus si vous êtes que dans la pure causalité, parce que si T est le résultat de T-1 de tout temps, alors T-1 est le résultat de T-2, et donc T-n infini est la cause de T0. Donc déjà, dans le Big Bang, il y a déjà notre conversation. Tu vois, c'est vraiment... Mais je te dis, c'est... Mais là, on eux, n'a même pas pensent que dans le Big Bang, il y a déjà notre conversation, ils sont déterministes. Mais en tout cas, ils doivent l'assumer. Et donc tu te dis du coup qu'il y a une quantité d'informations vieillistes. contenues dans le Big Bang qui est quand même assez incroyable. Mais Et tu sais qu'en plus, ce qui est très marrant, c'est que pourquoi Kant faisait ça? Pourquoi Kant niait cette antinomie de la causalité et remettait la liberté? Pour une raison simple, c'est que pour lui, ça ne pouvait pas être en adéquation avec Dieu. Il disait, bah ouais, en fait, il c'est pour sauver ne Dieu. pouvait pas y avoir une cause absolue, tout est causalité, puisque tu peux toujours remonter. Donc il faut une liberté initiale, déiste, etc. Pour... Et bien eux, ils ont mis cette liberté initiale dans le déterminisme. Donc ils vont dire, il y a un Dieu, le déterministe, voilà, qui est là de tout temps, et hop, il enchaîne les causes depuis son... Voilà, c'est vraiment, on est dans le déisme absolu. Voilà, c'est vraiment rigolo. Et juste, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je sais pas si ça va plaire aux gens qu'on parle autant sans les laisser parler, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et faut quand même comparer la position de Spinoza et la position de Kant. Kant, il écrit quand? Il écrit en gros à la fin du XVIIIe siècle. Il écrit au moment de la Révolution française, où le fait que cet ordre féodal qui était là depuis 1000 ans et qui paraissait être là pour des siècles et des siècles, en fait, va vaciller. Et donc, au moment où la possibilité de changer l'histoire advient, en fait, dans l'histoire. Alors que Spinoza, lui, il est dans quelque chose où il est totalement bloqué au niveau de l'église juive, enfin, je sais pas si on dit comme ça, mais au niveau De la synagogue, ouais. ouais, voilà, et à la fois bloqué en tant que bourgeois. Et donc, du coup, il est dans une position d'intellection extérieure au monde où il ne peut faire que être le témoin d'un monde sur lequel il a aucune main, en fait. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que c'est la position de Bégodeau et du monsieur. C'est-à-dire qu'il parle de son expérience de médecin en psychiatrie aux urgences. Quand tu es aujourd'hui médecin en psychiatrie aux urgences, avec la pression qu'il y a actuellement sur les lits, c'est-à-dire le fait que, contrairement à ce que pensent les gens, aujourd'hui, on n'est plus dans la volonté d'enfermer tout le monde dans la société. Quand on veut, entre guillemets, enfermer quelqu'un, c'est-à-dire l'envoyer à l'hôpital psy, on peut plus parce qu'on n'a plus de place. Et donc le rôle d'un médecin aux urgences, c'est presque de faire rentrer le moins de personnes possible en psychiatrie. Parce qu'il n'y a plus de lit, parce qu'il y a eu le néolibéralisme qui est passé par là. En fait, si tu veux, son rôle, il est très tragique. C'est quelqu'un qui voit toute la journée des gens, qui arrive avec des problématiques dont il voit les causes, un inceste, une migration, un gars qui s'est fait virer de son boulot, une meuf qui s'est fait frapper et qui a divorcé, enfin j'en sais rien, tu vois, dont il peut pas tellement les aider parce qu'il a aucun moyen pour les aider,
et où il est là toute la journée, revoir les mêmes situations, voir qu'elles sont causées, voir qu'il peut rien faire, tu vois. Il est totalement impuissant. Bégodeau, c'est un peu pareil, lui, il est écrivain. C'est-à-dire que, en plus, il est un peu dans des trucs progressistes. En plus, il est un peu cancel parce qu'il a fait de la merde avec Ludivine Bantini, notamment, tu vois. Donc, il est là à penser à un progrès tout en n'étant pas militant et tout en n'étant pas accepté par les partis les plus radicaux parce qu'il commence un petit peu à être un petit peu mis sur le banc, tu vois. Et donc, il a un rôle aussi de commentateur. Et c'est quand même marrant que ce soit deux personnes qui sont dans la même position de Spinoza, qui pensent comme Spinoza, c'est-à-dire deux petits bourgeois, commentateurs, qui ne peuvent rien faire face à la crise et qui ont l'impression, en fait, que le monde changera peut-être ou changera peut-être pas, mais de toute façon, ils peuvent rien y faire, tu vois. Ils sont pas du tout C'est dans ça. la position de Kant. C'est ça qui est intéressant, je trouve. À la rigueur, on leur donne le point quand il dit effectivement, nous, moi je suis d'accord, hein, notre vision du monde et le marxisme en est une. On donnera des définitions justement sur le marxisme parce que ce cher le libre arbitre n'existe pas. Nous avait envoyé des chats GPT en dessous de nos discussions avec la waveform. Avec la waveform, c'était en fait, si vous voulez, au départ, avec Chris, pour ceux qui n'étaient pas là, on faisait pas mal de trucs de philo, de marxisme et tout. Et Chris montrait pas sa tête encore et il avait une waveform, donc des ondes en gros qui apparaissaient quand il parlait, quoi. Et puis le libre arbitre n'existe pas avec commenté en disant mais vous dites que le marxisme n'est pas un déterminisme. Et pourtant, il y a des citations qui montrent que. Voilà. Et donc, voilà, le prompt, montre-moi, est-ce que Marx est déterministe et trouve-moi des extraits. Et puis, tu as des extraits qui n'ont aucun sens. À un moment, c'est l'idéologie allemande, dans lequel il y a toute une part sur la liberté. À un moment, c'est le capital. À un moment, c'est je sais plus quelle lettre. Voilà. Tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Vraiment, n'utilisez pas ChatGPT comme ça, c'est pas sérieux. N'utilisez pas ChatGPT pour faire de la philo, à part pour vous relire, hein, parce que moi, j'ai fait comme des mémoires de philo. J'ai testé des fois de demander des trucs à ChatGPT. Il t'invente des fautes de citation, déjà. C'est déjà un problème. Il est incapable de retrouver une citation dans un livre parce qu'il n'a pas accès au livre. En philosophie, ça vaut rien, hein. C'est marrant parce que c'est un truc écrit, on pourrait se dire que ça va être bouffé par l'IA, mais en philosophie, ChatGPT ne vaut rien, à part battre peut-être Raphaël Enthoven, tu vois, au bac, mais ça c'est quand même pas très dur, tu vois, mais ça vaut pas grand-chose. Et surtout, ça recontextualise pas, ça ne donne pas le problème auquel répond la citation, et donc vraiment c'est catastrophique, et donc il a essayé de nous piéger là-dessus. Je fais exprès d'en parler parce qu'il en parle. Ah, il va en parler, on va y arriver. On a fait que 30 minutes sans parler de ça. Centrer un peu plus d'énergie sur les causes matérielles et historiques du monde plutôt que sur la croyance que c'est en allant tracter par exemple parfois, pour prendre un exemple un peu trivial, qui va changer les choses, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, je veux dire, il dit il faut plus appuyer sur les causes matérielles du monde qu'en allant tracter pour changer les choses, mais quand tu milites, t'as une analyse matérielle, par exemple, tu te dis, bon, bah, c'est tel sujet collectif auquel je dois parler. Par exemple, je sais pas, si tu milites autour du féminisme, tu vas pas aller tracter dans un endroit, je sais pas, dans une usine où il y a que des mecs, tu vois. Par exemple, si tu veux, je sais pas, militer en parlant de questions de lutte sociale, bah, tu vas pas aller trop militer, je sais pas, à la défense, parler à des traders, tu vois, ça a pas trop de sens. Tu vas aller peut-être militer dans des quartiers populaires, tu vas aller choisir, est-ce qu'il faut que je tracte? Est-ce qu'il faut que je colle des affiches? Est-ce qu'il faut que je fasse les deux? Enfin voilà, les gens ils s'interrogent déjà sur les causes matérielles. Enfin, il n'y a pas de rapport avec le libre arbitre dans ce qu'il raconte en fait. Tu vois, bon, après, on peut se dire voilà, il a pris un exemple de merde pour prendre un exemple de merde, mais ça n'a pas de sens. Les gens sont très conscients quand ils militent qu'il faut qu'ils analysent un peu le monde avant de militer, tu vois. C'est justement même souvent une prise de conscience, on va dire, des causes matérielles, des contraintes qu'il y a dans le monde qui poussent justement, et là on va être dans le fond du marxisme, on va le détailler, mais voilà, qui poussent justement à l'action, à l'activité humaine. Le marxisme est une philosophie de l'action. J'avais eu ces débats-là avec Noé Jacomet sur Spinoza, etc. Voilà. C'est une philosophie de l'action qui justement ne part pas de rien, pas simplement de la volonté. Voilà, ce n'est pas une philosophie de la volonté, c'est pas quand je veux, je peux, etc. Non. Ça demande la compréhension même des contraintes, des contradictions et la manière dont, ce que dit Marx, hein, malheureusement, ce sont les hommes qui font l'histoire, c'est-à-dire de montrer comment l'action humaine transforme les choses. C'est la thèse 3 sur Feuerbach, quand il parle justement de dire, oui, on sait que l'humain est un produit de l'éducation, mais de qui est produit l'éducation? Bah, c'est l'humain, voilà, c'est ce cycle-là. Et donc, le travail militant, et encore plus d'un militant marxiste, bah, c'est toujours considérer qu'effectivement, les contraintes causes matérielles sont un espace de possible et d'impossible que l'action humaine collective transforme. Donc, séparer l'un de l'autre, privilégier l'un sur l'autre, c'est vraiment, ne rien avoir compris au militantisme et encore moins au marxisme. Hein. Mais en plus, encore une fois, ils ont une posture un peu surplombante, un peu dandy aussi, tu sais, ils pensent être iconoclaste, si tu veux. Et méprisante, en fait. C'est ce que je veux dire, c'est un peu méprisant, parce que moi, j'ai toujours évité de critiquer un truc que je fais pas, tu vois. Genre, c'est facile de critiquer les militants quand tu milites pas, tu vois.
Et je me suis engueulé avec des streamers même pour ça, en disant, je veux dire, des fois, vous êtes un peu dur avec des gens qui, objectivement, font des trucs qui sont compliqués, qui les font comme ils peuvent, et vous pouvez donner des conseils, mais vous pouvez pas juger avec une posture surplombante tout le monde, alors que les gens se bougent un peu. Et donc, quand t'as Bégodeau qui dit, ouais, les gens, ils viennent militer parce qu'ils se font chier ou pour draguer, c'est archi faux, tu vois, dans l'histoire. Si les gens, ils sont rentrés, tu sais, c'était les mêmes militants qui tractaient en 1938, qui sont rentrés en résistance et qui sont allés se faire buter par des nazis, tu vois, en 1941. Et c'est bien dire qu'ils militaient pas pour draguer ou parce qu'ils se faisaient chier, ils militaient pour un idéal qui s'appelait le communisme. Tout comme, je sais pas, on va dire à Georges Ibrahim Abdallah qui militait pour aller draguer, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc déjà, c'est les salir pour rien de dire ça. Et après, dire, ouais, ils sont trop cons pour comprendre qu'en fait, faut pas tracter au pif, mais il faut tenir compte des conditions matérielles. C'est vraiment prendre des gens pour des cons et jamais avoir fait une réunion section nulle part, tu vois, parce que la première chose que tu te dis, c'est est-ce qu'il faut que j'aille dans cet endroit-là, est-ce qu'il faut que je soutienne cette grève-là, est-ce qu'il faut que je fasse ci, est-ce qu'il faut que je fasse ça, tu vois. C'est marrant parce qu'ils sont rigolos un peu. Moi, si tu veux, je m'en tape que Bégodeau et son copain ils militent pas. Tu vois, enfin, je sais qu'on transformera le monde. On n'a pas besoin que tout le monde milite pour transformer le monde. Il y a une masse critique et s'ils en font pas partie, c'est pas très grave. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils se sentent attaqués quand nous on dit que c'est bien de militer. Ouais, on voit qu'ils se justifient eux là de pas Ils militer. se genre, justifient. Et ils sont là, ils font un sur effort de dire non, la morale, le bien, le mal, rien à foutre, la preuve, le déterminisme, ça change rien. Mais frérot, vis ta vie, franchement. Moi, je suis pas en bas de chez toi en train de t'insulter comme quoi c'est pas bien que tu milites. Il y a pas d'église, t'es pas Spinoza sous la synagogue en train de se faire excommunier et violenter. Donc vraiment, tout va bien pour toi, François, et tout va bien pour ton copain qui est psychiatre, qui est plutôt un métier privilégié, qui a un bon salaire. Je veux dire, vous vivez pas dans un monde où les militants où à l'époque les ecclésiastiques mettaient une pression aux gens pour vous obliger à une forme de vie. Votre forme de vie, de pas militer, d'être dans le matérialisme contemplatif, comme disait Marx dans la thèse 1, voilà, en parlant de Feuerbach, si ça vous va, les gars, regardez des films, faites votre boulot. Personne vous met la pression en vrai. Enfin, il y a que vous qui vous mettez la pression. C'est votre cerveau qui produit lui-même des signaux électriques qui vous automettent la pression, l'angoisse de ne pas être militant. Mais nous, on s'en fout, on fait notre taf, il n'y a pas de problème. C'est exactement ça. Toutes les révolutions viennent parce qu'il y a une quantité de gaz suffisamment critique pour que l'allumette que tiennent les militants, mais tous les jours pendant des années, pète, quoi. Ils sont jamais acteurs de la quantité de gaz systémique. La quantité de gaz, elle vient comme ça. Personne n'a rien fait avant. Il n'y a pas des gars qui ont organisé le parti bolchevique depuis 20 ans, depuis 1905, quand il y a 1917, tu vois. Genre, les mecs, ça vient d'où? Enfin, c'est quoi ces conneries? Mais l'allumette, elle s'est allumée toute seule. Je sais pas pourquoi le gars, il continue avec ses métaphores, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Surtout qu'en plus, il était vraiment... Le déterminisme, c'est pas de dire que le militantisme sert à rien, c'est juste de dire que le militantisme est déterminé depuis la nuit des temps. Normalement, sa position, c'est ça. C'est de dire, votre militantisme, il sert à quelque chose, mais vous y pouvez rien, vous n'êtes pas plus méritant que quelqu'un d'autre, et vous militez parce que c'était déterminé à militer. C'est juste ça qu'il est censé dire. Et lui, en fait, tu vois que son déterminisme, c'est une posture, c'est sa vision du monde à lui, de petit clerc, passif, qui regarde la crise et qui peut pas la résoudre, tu vois. Et donc, son déterminisme en vient à dire aux gens, non mais faut militer, ça sert à rien, en fait, vous y pouvez rien, à la fin, c'est la totalité du monde qui fait les choses et vous êtes impuissant. Mais en fait, il est juste en train de mettre en parole son impuissance à lui quand il dit ça. Il projette sur les autres, c'est une projection, voilà. Je vais faire de la psychanalyse, une projection. T'es meilleur que moi là-dessus. Moi, je suis plus sur le terrain de Bégodeau, mais tu sais, ça m'étonne pas qu'il soit fan de Bernanos, etc. Tu vois, je pense qu'il aime bien, peut-être il aime bien Mauriac aussi. Tu sais, c'est vraiment, ils sont des angoisses de mauvais chrétiens. Tu vois, ils sont des angoisses de chrétiens qui se disent, ah non, mais je vais pas assez à l'église, mais en fait, de toute façon, j'ai la grâce suffisante des jésuites n'existe pas, donc c'est pas grave, je peux quand même être sauvé, tu vois, même si j'ai pas fait tous les rites et tout. Tu vois. Et vraiment, ils ont des angoisses de mauvais chrétiens, mais alors là, c'est pas de mauvais chrétiens, mais de mauvais militants, et ils essayent de s'auto-convaincre que de toute façon, ça n'a servi à rien pour être quelqu'un de progressiste et de bien. Mais personne vous met la pression, ça n'existe pas, vous n'êtes pas Pascal au XVIIe siècle, quoi. C'est vraiment rigolo. Tu vois, là, on manque de dramaturge un peu fin. Si vous êtes dramaturge et que vous aimez Beckett ou même un peu Sartre, voilà, les pièces de Sartre, faites une pièce sur nos deux jansénistes là qui justement ont des angoisses de mauvais militants parce qu'en fait ils n'ont pas assez milité, mais qu'en fait c'est pas grave parce qu'en fait ils vont prouver aux autres militants que pas militer en fait ça change rien quand on est progressiste. Le gars t'es au foot, il défend pas, mais il dit ouais mais de toute façon ça sert à rien. Tu sais le mec t'as pris 4 buts et tout, il a rien branlé, il t'explique que ça servait à rien de défendre, tu vois. On aurait perdu de toute manière, tu vois. Mais fini sur le jansénisme, c'est vraiment ça.
c'est vraiment des gens qui se battaient contre les jésuites. À un moment, il en parle dans la discussion. Il dit, mais oui, mais en fait, les jansénistes ont été maltraités, comment dire, par l'époque, tu vois, parce qu'ils étaient trop déterministes. Ouais, c'est encore le problème de sa culture à Péricube, là. C'est qu'en fait, il connaît pas si tu veux vraiment le débat, justement, toutes les provinciales de Pascal, s'il l'avait lu, il le saurait, montrent qu'il y a un troisième entre les molinistes et puis les augustinistes. Il y a un troisième qui montre la duplicité des ecclésiastiques de l'époque, les sorbonnards, voilà. En fait, qui est exactement la position des jansénistes. Qu'est-ce qui se passe? C'est justement, ils s'allient avec les jésuites contre les jansénistes pour apparaître, pour pas se faire avoir. Parce qu'en fait, les jésuites ça c'est très intéressant, qui étaient casuistes, qui commençaient à intégrer la liberté bourgeoise, le libre arbitre bourgeois, qui commençait à prendre de l'ascendance, tu sais, dans le monde du 17e, tu vois, et bien ils commençaient à intégrer ça, les jésuites, et ils sont devenus de fait alliés avec le sujet révolutionnaire bourgeois pendant un temps, voilà, contre la vieille doctrine thomiste ou augustiniste des sorbonnards et des jansénistes. Et en fait, il y a très peu de différence entre les positions ecclésiastiques et le jansénisme, mais il y a une alliance, on va dire, un peu pratique et politique des autorités ecclésiastiques de l'époque avec les jésuites parce qu'ils commençaient à avoir trop de puissance politique, quoi. Donc c'est drôle qu'on n'ait pas, en fait, ces débats-là. Le déterminisme intégral qu'on retrouve chez Luther et tout, c'est vraiment, désolé, hein, mais c'est vraiment la doctrine de fond de la culture chrétienne. L'apparition, comme tu l'as dit, du libre arbitre, de la liberté, de ce qu'on appelait la grâce suffisante, dont parlaient les molinistes. Ouais, Molina, hein, c'est quelqu'un qui écrivait au XVIe siècle là-dessus. Pascal écrit beaucoup sur lui. Les molinistes, justement, pensent qu'il y a ce qu'on appelle une grâce suffisante, qu'on pourrait appeler liberté aujourd'hui. C'est une grâce suffisante, tu sais, c'est la capacité à toi-même faire les choses de ton vivant pour être gracié par Dieu, voilà, pour avoir ton salut, alors que les jansénistes, de manière traditionnelle, l'Église dit, non, en fait, le salut, il est déjà joué à l'avance, voilà, et donc il faut se soumettre au rite, etc. Donc voilà, donc là, ils sont des petits bourgeois, des petits clercs qui savent pas choisir entre jésuites et jansénistes, tu sais, ils sont vraiment les petits, voilà, c'est vraiment Spinoza, comme tu disais tout à l'heure, que je suis un bon chrétien ou un mauvais chrétien, mais là, c'est par rapport aux militants progressistes. Vous inquiétez pas, on n'a pas le pouvoir de vous excommunier ou de vous réprimer parce que vous n'avez pas été des bons militants. Et moi, c'est ça que je trouve important, et précisément au nom d'une appréhension matérialiste historique du réel. Marx ou un autre, les noms propres, m'intéressent peu, mais précisément matérialiste et historique du réel. Je trouve toujours atterrant de voir à quel point les marxistes, qui se revendiquent marxistes, ont une pensée du réel profondément idéaliste. Ça commence. Tu connais pas bien les catégories, vraiment, parce que même le libre arbitre, c'est pas forcément de l'idéalisme. Et puis je vais te dire, il y a beaucoup de marxistes qui sont des matérialistes mécanistes, mais alors des marxistes idéalistes en tant que tels, tu vois, il y en a pas trop, tu vois. Enfin, soit ils sont marxistes dialectiques, soit ils sont un peu positivistes, engelsiens dans ce qu'il peut avoir de mauvais, ou althussérien et tout. Alors on pourrait dire que c'est un idéalisme en dernière instance, ou je sais pas trop quoi, tu vois, mais la réalité c'est que dans la catégorie des idées, on dirait plutôt que c'est un matérialisme mécaniste ou positiviste, tu vois. Mais c'est ça. L'idéalisme dans la tradition avec Marx, ça vient de Hegel, mais on a déjà dit plein de fois, tout le travail de Marx pose les choses sur lesquelles il ne reviendra jamais sur les thèses, jusqu'au bout de sa vie, et même Engels dira, mais je rappelle, hein, quand on nous cite l'idéologie allemande, de ce que pensait Engels à la fin de sa vie, il disait, tu sais que l'idéologie allemande n'a jamais été publiée. Il retrouve le manuscrit et il dit, il n'est bon qu'à donner aux souris. Tu vois, vraiment, et donc, il retrouve le manuscrit. Enfin, ça a dû être publié après la mort de Marx. Enfin, tu vois, ils l'ont écrit, ça a été publié bien après. Et donc, il dit que c'est un truc qu'a donné aux souris. Par contre, il dit, dans la préface, quand c'est publié bien après qu'il a été écrit, il dit par contre, juste les feuillets des thèses, ça, c'est formidable. Contiennent en germe la pensée d'un monde nouveau, je crois, il y a un truc comme ça. Exactement, voilà. Et donc, oui, ce que fait Marx dans les thèses, on va le citer tout à l'heure, mais si vous voulez vraiment... Ça fait mal de le dire, mais moi je sais que le texte de Lucien Goldman sur les thèses, il est fantastique. Je pense que toi, t'adores aussi le texte de Lucien Sèvres sur les thèses, lisez ça. Mais je crois que vraiment Georges Labica a écrit un livre définitif sur les thèses sur Feuerbach. C'est magistral, ouais. Bah d'ailleurs, il pourrait le lire, c'est pas très long. Ça demande quand même une culture post-spinoziste, on va dire. Ça demande quand même une culture de Kant, de la philosophie allemande, d'Hegel, tu vois, de lire Labica sur les thèses sur Feuerbach, je pense. Mais vraiment, c'est excellent et justement, on va pouvoir y venir. Ce livre sert au dépassement du matérialisme et de l'idéalisme. C'est pas le choix du matérialisme contre l'idéalisme, le marxisme. C'est le dépassement des deux impossibilités. Une philosophie purement matérialiste, spinoziste et mécaniste ne fonctionne pas pour expliquer l'histoire et l'activité humaine. Et une philosophie idéaliste kantienne qui postule la liberté comme quelque chose de
totale, enfin pas totale, mais non historicisée, non matérialisée, ne suffit pas non plus. Donc Marx se propose de dépasser matérialisme et idéalisme. Et à la rigueur, c'est peut-être une incise inutile dans notre dialogue. Moi, je le vois aussi, parce que ceux que tu appelles des marxistes sont pas marxistes, ça serait plutôt des communistes. Ça, c'est pas la même chose. Mais Bégodeau est quand même plus précis que lui, il faut quand même l'avouer. Il dit aussi pas mal de conneries dans le truc, mais vraiment, il est moins catastrophique, on va dire, que le cas du libre arbitre n'existe pas. Ceux qui se revendiquent marxistes. Ceux qui se revendiquent marxistes. Tu vois, s'ils se revendiquent marxistes et qui ne sont pas matérialistes, voilà, là, je désespère de leur cohérence. Et qui pensent être matérialistes. Tu vois, typiquement, pas du team. Je veux bien. Revue, je sais pas comment, je me rappelle plus la revue. Position. Revue Position de son compère avait fait un truc sur il parlait de libre arbitre et déterminisme. Je leur avais mis un commentaire parce qu'ils sous-entendaient dans leur vidéo que Marx était en C'est ChatGPT qui nous a mis un commentaire, sois honnête. fait un compatibiliste. Compatibiliste, c'est les gens qui pensent que le déterminisme et le libre arbitre peuvent être compatibles. Et lui, il pense qu'on croit au libre arbitre, mais qu'on est aussi des déterministes parce qu'on est matérialiste historique. Spoiler, on ne croit pas au libre arbitre et on n'est pas déterministe. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout compatibiliste parce que du coup, on pense que le déterminisme, c'est une croyance. Bon, c'est la foi de Bégodeau et de ce mec. Et le libre arbitre, c'est la foi de Sarah Salman, tu vois. Et en fait, c'est deux types de pensée bourgeoise, une issue de la bourgeoisie un peu catholique, mais aussi scientifique, souvent, tu vois, qui a permis aussi des avancées scientifiques, parce que quand tu t'intéresses aux causes des choses, tu peux permettre de comprendre un peu mieux que de dire « Ah bah non, mais c'est comme ça parce que Dieu l'a voulu », quoi. Même si on rappelle que le déterminisme permet aussi de dire que c'est Dieu l'a voulu, parce qu'en dernière instance, si la première cause c'est Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu. Le déterminisme, ça permet la compatibilité entre la causalité scientifique et Dieu. C'est un compatibiliste déiste, tu vois. Bah justement non, en fait. C'est ça qui est encore plus drôle, c'est que quand la philosophie bourgeoise invente le déterminisme, et quand elle voit justement que c'est presque trop radical face à Dieu, tu sais, on a parlé de l'antinomie chez Kant, elle doit réintroduire une forme de liberté totale et souveraine pour être le début de toute chose. Mais oui, mais c'est une position du type tout est déterminé, sauf le début où il y a une liberté divine. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, il critique le libre arbitre de Descartes, par exemple, mais sans penser que Descartes est un déterministe absolu pour toute chose. Et c'est même eux, ils sont proches d'une position cartésienne quand ils analysent le corps humain. Descartes a ses passages fabuleux quand il parle du corps humain, tu sais, comme une horloge. Eux, ils ont une position cartésienne. Et alors, ils évacuent complètement le libre arbitre, mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que pour que cette pensée déterministe fonctionne, à la fin, tu es toujours obligé de reconvoquer un libre arbitre, voilà, parce que tu vas le voir, ils vont le faire à chaque fois de manière sans s'en rendre compte, voilà, non consciente, je vais pas dire inconsciente pour pas les choquer avec de la psychanalyse, mais non consciente ou non formulée, voilà, non verbalisée. À chaque fois, ils vont dire ah bah non, tu vois, tout à l'heure, il a dit ah mais non, en fait, il vaut mieux se concentrer sur les déterminations. Mais qui se concentre ? Qui est ce jeu-là ? Qui est ce jeu qui veut accumuler des connaissances, soi-disant pour mieux transformer le monde ? C'est le même jeu qui dit je vais aller militer, tu vois. Enfin, le sujet est dans la pièce là. La position spinoziste ne tient pas et tout le monde sait comment la démonter. C'est vraiment une position pour un peu adolescente, quoi. Voilà. C'est dur parce que c'est pas une position adolescente, c'est une position de leur classe aussi. C'est des gens qui voient un système social qui leur convient pas, mais qui peuvent pas le transformer, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que tous les universitaires, tu sais, post-années 60, tu vois, ils vont devenir très structuralistes et qu'il y a un regain aussi d'intérêt pour Spinoza par la suite, tu vois. C'est aussi pour ça, tu vois. Parce que dans les années 40-50, tu as une pensée soit un peu idéaliste, subjective chez Sartre, tu vois, une pensée de la libération individuelle, soit le marxisme, qui est une pensée de la libération collective. Même le marxisme va devenir althussérien à partir des années 60 et les marxistes vont se faire virer de l'université pour les structuralistes qui vont être là à dire bah non, mais il y a une structure en soi, soit tout est déterminé un peu en mode mécanisme spinozien, soit il y a une structure en soi, même en mode parfois presque idéaliste, où il y a une structure langagière, on ne sait pas d'où elle sort, elle est comme ça, c'est la nature humaine, tu vois. Mais ces positions de je suis un petit clerc extérieur à la transformation parce qu'on n'est plus dans la période révolutionnaire d'après la guerre, tu vois, c'est une position qu'on a connue en France, pas forcément d'adolescent, tu vois, on pourrait pas dire même que Frédéric Lordon est un adolescent, non, c'est un spinoziste, tu vois. C'est-à-dire un économiste dans un endroit où il ne peut pas changer l'économie, tu vois. C'est un peu ça. Bah, je garde mon analogie avec la pensée adolescente parce que tu me fais une passe D justement avec la petite bourgeoisie. La petite bourgeoisie, comme tu dis, est une classe coincée.
C'est une classe qui aspire mais ne peut pas. Là où la bourgeoisie aspire et peut, et là où le prolétariat peut mais n'aspire pas. D'où le point fondamental de la conscience de classe dans le marxisme. Voilà. On a déjà fait une vidéo là-dessus pour montrer à quel point elle est coincée entre les deux. Et comme disait Lukács, elle est centrée autour des affects, de choisir le bon et le mauvais côté, voilà. Mais à la fin, elle n'arrive jamais à être un sujet elle-même. Je fais le même parallèle parce que à l'échelle individuelle, ce qui se rapproche de plus de ce passage coincé, pour moi, c'est vraiment l'adolescence qui est un statut, un fait historique, d'avoir fait émerger une catégorie où tu n'es pas dans l'enfance, c'est-à-dire que tu n'as pas encore tout à fait une subjectivité, une personnalité. Tu as une personnalité, mais elle n'est pas encore fixe, disons. Ouais, mais tu vois, elle commence à émerger. Et en plus, elle est tout de suite extrêmement empêchée. Elle est coincée entre ses aspirations émergente, naissante, comme tu le dis, et le fait qu'elle soit soumise encore à des conditions matérielles, subordination aux parents, l'incapacité de reproduire ces conditions matérielles soi-même, tu vois. Et donc, je trouve que quand je parle de pensée adolescente, c'est aussi à l'échelle de l'histoire. La petite bourgeoisie est une forme d'analogie entre l'état des structures mentales d'un individu à l'adolescence et l'état des structures collectives et concrètes et de conscience de la petite bourgeoisie. Le déterminisme est intégral, mais on peut se libérer par et truc. J'avais écrit un truc. Non, mais on pense pas que le Personne dit déterminisme est ça. intégral, mais si on l'a Nous, dit, on- on s'est planté parce que vraiment c'est pas ce qu'on pense. Hein. Mais je crois On pas qu'on nie- dit. On nie le déterminisme, on nie le libre arbitre. Donc, désolé, mais ça ne fait pas réapparaître le compatibilisme. Tu vois, logiquement, ça ne tient pas. Qui m'avait répondu: ah non, le déterminisme intégral, c'est bourgeois. Hop, petite insulte qui disqualifie ton Mais interlocuteur. c'est pas une insulte d'être bourgeois. Non mais je vais le prendre pas méchamment, tu vois. Le libre arbitre n'existe pas, on est confrères en plus. Tu dis que tout est déterminé. Bon, c'est une posture dogmatique parce qu'on peut pas le prouver. Mais toi, tu crois que tout est déterminé. Le déterminisme est apparu dans l'histoire dans la bourgeoisie. Dans une petite bourgeoisie qui était croyante, soit juive, soit catholique. C'est pour ça qu'on dit que c'est une pensée qui est bourgeoise. On dit pas que c'est la seule pensée bourgeoise, mais la dichotomie déterminisme-libre-arbitre est une dichotomie bourgeoise qui est apparue avec la bourgeoisie. On n'y peut rien, tu vois, c'est comme ça. C'est comme si tu disais Historique. le marxisme est une pensée prolétarienne. Oui, c'est une pensée prolétarienne. Je veux dire, c'est apparu avec le sujet collectif prolétariat. Ça veut pas dire qu'il y a que des prolétaires qui sont marxistes. Karl Marx lui-même n'est pas un prolétaire. Mais par contre, étonnamment, Karl Marx, il écrit en 1844, 1848, quand le sujet collectif prolétarien commence à naître, tu vois. Il n'écrit pas en 1650, Karl Marx, quand le sujet collectif prolétarien n'existe pas, tu vois. Vraiment, c'est juste ça qu'on dit. C'est une position assez classique de la petite bourgeoisie en crise face à l'impossibilité de transformer le monde, quoi. Ou de classes qui sont proches de la petite bourgeoisie en termes de vision du monde, parce que quand je parlais par exemple des années 60, c'est aussi des classes intermédiaires, des universitaires qui sont pas en tant que tels des petits bourgeois, mais qui sont pareils, qui sont des classes coincées, avec des rôles un peu de petits clercs, c'est-à-dire de savoir sans pouvoir, quoi. Ils décrivent le monde depuis l'université, mais alors qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Rien. Alors que leurs aînés n'avaient pas encore accès à l'université, décrivaient le monde pour le transformer, tu vois, ça n'a rien à voir. La différence entre quelqu'un comme George Pulitzer qui va mourir tué par les nazis, résistant communiste, et quelqu'un comme Michel Foucault qui va accéder au Collège de France et finir néolibéral, elle est quand même évidente dans la pratique, on va dire, qu'il a pu avoir, tu vois. Si ça se trouve, Michel Foucault, s'il était né dans les années 1900 et inversement, Pulitzer, s'il était né dans les années 50, et ben Pulitzer aurait fini pareil au Collège de France à plutôt analyser le réel, à être plutôt dans une pensée comme ça d'extériorité aux rapports sociaux. Et puis Foucault aurait eu une pensée de transformation et des actes concrets de transformation du monde. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que la pensée de Foucault n'est pas utile et n'a pas pu transformer les choses avec les théories qu'il a pu produire, mais c'est quand même pas du tout le même rapport au réel que Pulitzer. Beaucoup coutumier du fait. Et les types eux-mêmes ne connaissent pas Marx et Engels dans le texte, qui sont des déterminismes intégraux total. Passer la période, je pense, re-idéaliste, mais à nouveau peut-être utile d'un point de vue de la verve publique pour fédérer les troupes qu'on peut trouver dans le manifeste du Parti communiste, que moi je trouve... Alors là, c'est un médecin, on peut peut-être lui pardonner, mais il raconte n'importe quoi avec une grande prégnance. À la limite, si on voulait dire que Marx, il y avait une époque idéaliste, enfin n'importe quel spécialiste de Marx la passerait au début de sa vie, quand il est encore sous la coupe, on va dire des jeunes hegéliens et tout ça. C'est pas du tout au moment du manifeste du Parti communiste en 1848 que Marx c'est là où il est le plus matérialiste. Hein. Ouais, serait idéaliste, donc déjà c'est archi faux. Et en plus de ça, là, il transforme un débat, parce qu'à la limite, le débat intéressant entre nous et lui, c'est est-ce que le déterminisme, est-ce qu'il faut être déterministe ou non, tu vois, il est là le débat. Mais là, il va plus loin et il est en train de nous dire,
vous ne connaissez pas le marxisme est un déterminisme. Je veux bien, mais alors comment ça se fait que les spécialistes de la pensée marxiste disent la même chose que nous? Prends un bouquin de base, on va dire, quand tu t'intéresses au marxisme, qui est le dictionnaire critique du marxisme de Georges Labika et Ben Sussan. Je vous lis juste le passage sur le déterminisme et sur le fait justement que la causalité marxiste n'est pas déterministe. Labika et Ben Sussan écrivent « On peut pointer la complexité de la causalité non déterministe ou dialectique du matérialisme historique sur 3 problèmes. A, celui de la finalité. Si Marx critique toute représentation idéaliste de la finalité, refusant de transformer la relation de consécution en prédétermination, ça c'est exactement ce qu'on dit, nous on est d'accord qu'il peut y avoir des relations de cause-conséquence, ça ne veut pas dire que c'était prédéterminé, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que depuis le Big Bang, toutes les causes-conséquences étaient nécessaires entre elles. Il peut y avoir eu par exemple des interactions qui sont probabilistes et donc qui n'étaient pas nécessaires mais qui sont apparues comme ça et qui ont causé après une conséquence. Il montre comment le capital, en tant que rapport social, en reproduisant cycliquement ces éléments et son propre présupposé, déploie au sein des contradictions des conditions de résolution tendancielle de ces contradictions. Donc voilà, ce que montre Marx, c'est que la réalité matérielle conditionne le futur, parce qu'il y a des contradictions entre les choses qui provoquent des tendances pour résoudre ces contradictions. Par exemple, à l'intérieur du capitalisme, on a une tendance de résolution du capitalisme à la fois par le monopole, qui peut être le monopole privé, mais aussi par le communisme, qui peut être la reprise en main des moyens de production capitalistes. Et donc, c'est une tendance. Ça ne veut pas dire qu'il y a une prédétermination au communisme et que de tout temps, on sait que les choses iront du Big Bang au communisme. C'est pas ça que dit Marx. C'est justement, lui, il se bat contre la causalité mécaniste qui voudrait faire de la consécution une prédétermination. Par le jeu des lois tendancielles, qui ne sont pas de simples rapports nécessaires entre phénomènes, donc qui ne sont pas des rapports nécessaires entre phénomènes, ce que pensent les déterministes, eux ils pensent que c'est des rapports nécessaires entre phénomènes, que tout était déjà contenu dans le passé, on va dire que le présent est contenu dans le passé, se produisent un sens objectif, une finalité matérielle, réflexion du mouvement interne du processus, le communisme, but, et non pas état qui doit être créé, ni idéal sur lequel la réalité devra se régler, mais le mouvement réel qui abolit l'état actuel. Il y a 3 problèmes pour lesquels le matérialisme historique de Marx n'est pas un déterminisme, mais une causalité dialectique selon Labika et Ben Sussan. Donc le A, c'était le rapport à la finalité, là le B, c'est le problème de la possibilité. On vous dit toujours que le marxisme est une pensée du possible. Le mode de production capitaliste est l'unité de la nécessité et de la possibilité. Ça, c'est intéressant, c'est ce qu'on vous dit toujours. On est toujours conditionné par le passé, qui apparaît comme nécessaire a posteriori. On le regarde dans le passé, alors qu'il n'était pas, en fait, il n'était pas prédéterminé, avec différentes possibilités futures qui sont elles-mêmes conditionnées par le passé, parce qu'il y a des tendances comme ça, on ne peut pas imaginer certaines choses dans le futur par rapport aux conditions qu'on a dans le présent actuel, quoi. C'est ça qu'il est en train de dire. Le mode de production capitaliste est unité de la nécessité et de la possibilité, en ce que la reproduction de ces conditions et contradictions ouvre un champ de possibles stratégiques, où l'action humaine, ce qu'on vous disait, ce sont les hommes qui font l'histoire, où l'action humaine, toujours conditionnée, jamais prédéterminée, peut agir en connaissance de cause et réaliser l'un de ces possibles sans que cela prenne la forme d'un progrès linéaire. C'est-à-dire que le passé conditionne l'action humaine qui peut aller dans différentes directions, et pas une seule comme le pense la pensée déterministe, qui peut aller dans différentes directions selon son action. Et donc, il revient à l'humanité d'agir pour aller vers un futur qui peut être A ou qui peut être B, qui ne peut pas juste être A, on va dire. C, donc la 3e chose qui montre la complexité de la causalité dialectique et qui n'est pas déterministe dans le matérialisme historique, selon Labika et Ben Sussan, du même coup, disparaît le mythe de la prévisibilité absolue. Et ça, c'est hyper intéressant parce que dans toute l'interview, il passe notre temps à dire que si on savait tout, en fait, on pourrait tout prévoir. Et justement, Marx dit, non, si on savait tout, on ne pourrait pas tout prévoir. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas prédéterminées dans le passé et que le passé, en fait, ne détermine pas le futur. Il le conditionne simplement, quoi. Encore une fois, il y a des gens qui peuvent être contre cette vision du monde. Je veux dire, vous avez le droit de ne pas être marxiste et de penser que c'est faux. Mais par contre, venir nous dire, non, mais vous y connaissez rien à partir de ChatGPT en nous disant que Marx est plus idéaliste dans le manifeste que dans d'autres textes, alors qu'il est probablement moins, et en nous expliquant le marxisme, c'est débile. Vous avez le droit de dire, je ne suis pas marxiste, je suis spinoziste. Enfin, il n'y a pas de problème à ça. Mais moi, je trouve que c'est quand même un peu gros d'aller faire la leçon militant, puis après d'aller faire de la leçon marxiste en faisant genre que t'as tout compris alors que t'es ni militant ni marxiste, tu vois, c'est n'importe quoi. Je vais te concilier avec ton confrère psychiatre, qui me semble un peu trop sûr de lui, mais comme tu dis, c'est son rapport à la réalité de pouvoir. Mais moi, je vais dire, Bégodeau, là vraiment, tu t'es trahi, quoi, tu t'es tué. Tout à l'heure, t'as fait la différence entre le marxisme et le communisme en faisant le pédant sur ta qualité en marxiste. Il n'y a aucun marxiste sérieux, même les plus structuralistes comme Althusser, qui font une rupture épistémologique après le manifeste dans l'idéalisme de Marx. Ton camarade vient te dire que le manifeste est idéaliste et tu n'as rien à dire à ça.
Soit tu es malhonnête et tu sais très bien qu'il raconte n'importe quoi, mais tu veux pas être méchant comme tu fais d'habitude pour pouvoir lui donner le point à lui contre nous. Donc c'est malhonnête, voilà. Tu sais même pas faire la différence entre le matérialisme et l'idéalisme, et encore moins dans le marxisme. Donc Bégodeau, moi, ça commence à faire beaucoup de trucs qui me montrent qu'en fait, tu ne sais pas de quoi tu parles, parce que tu parles toujours devant des ignares. Ce qui est un petit peu ton histoire, en fait. Ton histoire de prof, ton histoire de commentateur sur Internet. Chris a traité les élèves d'ignares. Bah oui, c'est ce qu'on leur fait comprendre. Donc, en fait, c'est ta continuité. Bégodeau, c'est d'être un Macron de Wish, c'est-à-dire un type qui paraît intelligent face à des gens qui ne savent pas ou qui sont censés ne pas savoir. Franchement, c'est ridicule. Je suis un peu méchant avec Bégodeau, mais là, il mérite. On peut pas avoir ce niveau d'ignorance, de mépris, d'aplomb quand quelqu'un vient vous dire que Marx est idéaliste dans le manifeste et rien à voir à dire, quoi. Enfin, c'est grave. Surtout qu'on a l'impression, d'après ce qu'il dit, que Marx n'est pas idéaliste avant, alors qu'on pourrait arguer que c'est plutôt avant 1845. En général, qu'il y a un débat sur est-ce que Marx, avant, il n'est pas idéaliste, avec l'histoire de la rupture épistémologique d'Althusser. Je ne sais plus si c'est dans le Lire le Capital ou dans Pour Marx. Dans Pour Marx, non, Lire le Capital. Que Althusser dit, avant 1845, Marx n'est pas marxiste, il est encore philosophe, il est idéaliste, et puis après 1845, et l'idéologie allemande, et puis les thèses sur Feuerbach, il devient marxiste, et puis il rejette la philosophie. Bon, je pense que Lucien Sève a assez montré que c'était faux, Lucien Goldman a assez montré que c'était faux, qu'il y avait toujours de la philosophie dans le Marx post-1845, et qu'il n'y avait pas de rupture épistémologique, mais en tout cas, c'est vrai que Marx, il est beaucoup plus philosophant, il a plus d'inspiration feuerbachienne avant 1845 qu'après. Et l'enjeu, il se trouve là, et autour du livre qui s'appelle L'idéologie allemande, pas du tout autour du manifeste. Personne ne dit ça. Enfin. De toute façon, tu vas voir pourquoi il dit ça, hein, c'est dans la suite de l'extrait. J'ai l'impression qu'il a un problème, en fait, le gars, avec l'action concrète. Je pense que ce qu'il n'aime pas dans le manifeste, c'est que c'est un truc qui est très concret et qui pousse à l'action, tu vois, qui pousse à l'action. Et il y a déjà ce truc-là avec le militantisme. Le problème, c'est que des gens se bougent, en fait, tu vois. Et que ce soit pas lui. Peut-être qu'il se dit pourquoi moi je bouge pas, tu vois. C'est les mauvais chrétiens, je te dis. C'est des gens, ils vont pas assez à l'église, mais ils se disent, mais est-ce que vraiment, quand même, ça sert à quelque chose pour le salut après? Tu vois, ils ont vraiment ces angoisses-là. Moi, je vais revenir à un truc qui est intéressant, parce que c'est aussi son travail, c'est le travail de tous les déterministes, c'est de nier la conscience. Et tout l'extrait dont tu viens de parler met justement cette action, cette conscience, en connaissance de cause, comme le dit Labica. C'est, à mon sens, la catégorie fondamentale du marxisme, la conscience collective, la conscience réelle et possible, voilà, cette dialectique entre les deux. C'est ce qui fait en fait de l'humanité sa possibilité d'action. Il n'y a pas d'action sans conscience, il n'y a pas d'action sans l'anticipation que la conscience permet, côté prédiction d'ailleurs, qui d'ailleurs peut-être nous donne ce côté causal en fait. Pourquoi l'être humain pense la causalité comme fondamentale? Parce qu'il est lui-même la causalité de sa propre vie, tu vois, c'est cette expérience-là. Et le truc des déterministes, c'est vraiment une forme de foi, c'est qu'ils vont nier la conscience dans ses travaux, là, sur sa chaîne, parce que nous, contrairement à lui, on a essayé de comprendre d'où il parlait. Il fait un épisode 2 d'une série sur la conscience, et tout son travail, c'est de nier la conscience. C'est ça qui est très marrant, c'est qu'à la fin, ils viennent te vendre un monde ultra déterministe improuvable, et le seul truc qui est même là, la base même de ce que lui appelle la science, c'est-à-dire empiriste, c'est-à-dire l'expérience que tout le monde fait, d'agir en conscience, d'être conscient d'eux, d'avoir fait des choix, etc. Ils sont obligés de monter des mécanismes absolus pour dire non, tout ça, c'est pas du tout vrai, toute cette expérience-là ne fonctionne pas, c'est des neurones, etc. C'est des signaux électriques à temps 0-1 milliseconde. Enfin, tu vois, un truc qui n'a aucun sens. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tout n'est pas prédéterminé. La conscience est toujours immanente. Voilà, c'est une chose immanente qui rencontre et de la nécessité et de la possibilité. La conscience n'est qu'un état de la matière avancée. Mais voilà, c'est un outil immanent, toujours au présent, qui permet la projection par la percussion, cette unité, possibilité, nécessité, qui permet la liberté. La liberté, l'action, l'envie d'agir, c'est toujours... Mais regardez-vous à votre échelle. Quand vous avez envie de faire quelque chose, c'est que le réel ne satisfait pas votre possible. Voilà, vous voulez un autre possible, il y a un possible en vous, conceptualisé, anticipé par la conscience, un réel qui n'y est pas, et là, pour les rejoindre, vous faites action de liberté. Ça, c'est quelque chose que tout le monde, tous les individus peuvent éprouver. Et ben non, en face, on a des gens qui viennent nous vendre un truc hyper abstrait, et qui en plus ne sert à rien. C'est-à-dire que si demain, vous acceptez que tout est déterminé, même vous-même, et que vous n'agissez pas vous-même, que c'est votre propre cerveau qui décide à votre place, et que vous êtes marionnetté, vous avez des fils par votre cerveau,
ça changera rien au fait que vous devez vous lever de votre canapé si vous voulez aller chercher quelque chose dans le frigo. La problématique, elle est là, on en avait déjà parlé. C'est qu'encore une fois, il pose une question purement théorique, purement scolastique, comme dirait Marx. C'est-à-dire une question qui sert un peu à rien. C'est-à-dire, Qui est-ce sert que à tout rien. est déterminé ? Ça ne changera rien. En fait, on peut pas le prouver, on n'en sait rien, tu vois. Est-ce que quand je fais un acte, est-ce que je suis vraiment libre ou est-ce qu'il y a une causalité qui fait croire que je suis libre, mais en fait, je suis pas. Tout ça ne sert à rien. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça sert à rien, mais le fait est que pour répondre à la question qu'est-ce qui est efficient pour pouvoir agir sur le monde, bah, il faut que je crois que je puisse changer le monde, tu vois. En réalité. C'est ça. Et une fois, tu m'avais dit un truc, moi, qui m'a beaucoup marqué. Et je crois que c'est le truc qui m'a le plus marqué. Tu m'as dit la liberté, en fait, c'est un pari. Parce qu'en bon pascalien, un peu comme Dieu, on peut pas la prouver. Tu peux pas prouver la liberté. Tu peux pas ne pas la prouver. Lui, il croit qu'on peut prouver qu'elle n'existe pas. Mais en fait, tu peux ni prouver qu'elle n'existe pas, ni qu'elle existe. Mais tu as besoin de croire que c'est possible de faire les choses pour pouvoir les faire. Et c'est comme ça que tu transformes le monde, tu vois. Il n'y a pas de preuve ontologique de la liberté. Il n'y a aucune preuve ontologique de la liberté, mais c'est une croyance nécessaire à l'action, on va dire, si tu veux. Si toi, ça te va aussi bien, on va dire, de dire que tout est déterminé, mais que tu te lèveras aussi pour faire l'action, moi je m'en fous, tu vois. Moi, j'ai l'impression que ça a un intérêt pour moi, si tu veux, de penser que c'est possible de changer le monde et de penser que je suis dans l'action. Si lui, il fait la même chose en pensant qu'en fait, tout est déterminé, qu'il est déterminé à faire l'action et qu'il l'a fait aussi, je veux bien. Il me semble qu'il fait pas d'action en réalité, le gars, au final. Il me semble que dans sa pensée déterministe, au final, il est juste là à critiquer le militantisme et qu'il va pas faire d'action. Et il me semble que tous les mouvements de gauche et communistes dans l'histoire n'ont pas cette croyance déterministe et ont plutôt une croyance, surtout dans les moments de mouvement social, on va dire, cette croyance dans le fait qu'on peut être acteur libre de transformation du monde. Donc je pense que qu'elle a un intérêt. Et encore une fois, eux, ils en font un débat scolastique et ontologique qui n'a aucun sens, qui ressemble au débat que je déteste dans la philosophie. Toi, j'ai l'impression que t'aimes mieux ça que moi, mais les débats de merde autour de Dieu du 15 et 16e siècle, je trouve ça archi chiant. Et en fait, c'est le même Moi, débat j'adore. pour eux. Moi, j'essaie d'avoir le débat pragmatique. Quelle est la position pragmatique à avoir ? Qu'est-ce qui fait que je vais me bouger ? Plutôt de penser que je peux changer le monde et qu'il y a un futur différent possible et que mon action peut avoir de l'intérêt et que mon action peut être libre dans ce sens-là, tu vois. C'est pas une position ontologique, c'est peut-être faux, en vrai. C'est exactement ça ce que tu dis dans le pari. On a dit qu'ils étaient jansénistes un peu, mais peut-être sur un peu un jansénisme dévoyé. Mais, Pascal était un janséniste. Pascal, justement, parle du pari dans ses pensées face à des gens qui sont des joueurs, justement, qui veulent parier. Parce que Pascal a inventé le calcul probabiliste. Hein. C'est quand même pas rien. Et donc, il a cet aspect tragique que dira Goldman, parce que c'est quelqu'un qui est encore progressiste, mais qui veut essayer de marier, on va dire, la rigueur de la doctrine du salut janséniste et en même temps la transformation du monde. Et comme c'est impossible, en fait, c'est un penseur du tragique, comme Racine, quoi. Et donc, il dit, vous êtes engagé, vous devez faire le choix de Dieu, et vous n'avez pas le choix, vous devez parier sur l'un ou sur l'autre, qu'il n'existe ou qu'il n'existe pas. Vraiment, l'enjeu, c'est ça. Hein, le pari, c'est pas est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu non, c'est est-ce qu'on fait sa vie en ce qu'il existe ou est-ce qu'on fait sa vie en ce qu'il n'existe pas. Tu vois, c'est pas la même chose. Et il dit, si Dieu n'existe pas et que vous avez parié sur lui, à la fin, vous en foutez. C'est-à-dire, vous perdez rien. À la fin, c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? Vous êtes cramé, quoi, tu vois ? Vous disparaissez. Mais si vous avez parié qu'il n'existe pas, mais qu'il existe, vous perdez tout. Voilà. Et en fait, c'est intéressant parce qu'un Pascal, aujourd'hui, serait plutôt de notre côté. Mais il parierait pas sur Dieu. Il parierait sur la liberté. C'est ce que montre Goldman, sur la liberté d'action. Goldman dit, exactement comme Pascal, il dit, la révolution, c'est le pari dans lequel on joue sa vie. Exactement comme le pari, on joue sa vie, on joue son salut. Si vous pariez sur le fait que la liberté n'existe pas, en fait, vous perdez tout. Parce que vous perdez justement la capacité même de vous mettre en action et de faire apparaître un monde qui n'est jamais apparu avant ou qui n'est pas prédéterminé. Je suis désolé, mais si demain je passe mon temps à convaincre que la liberté n'existe pas, il n'y a pas un truc magique qui va faire que je vais dire à tout le monde, vous inquiétez pas, le monde est comme ça, vous ne pouvez rien changer car tout est prédéterminé, mais ça va aller mieux. Tu vois, je sais pas si c'est le meilleur truc. Et puis eux, ils diraient oui, mais en fait, les gens, ils se bougeront quand même. Moi, je pense pas, tu vois. En fait, ils ont l'impression que tout est prédéterminé, tu peux te retrouver avec un biais cognitif où tu te dis oui, en fait, peut-être que moi j'étais déterminé à pas militer et puis que c'est les autres qui militent, j'en sais rien, tu vois. Alors que quand tu crois en la liberté, tu vois, tous les résistants, ils croient, tu vois, ils croient que c'est possible de changer les choses, ils croient que c'est possible même de se sacrifier pour autrui. C'est pour ça que quand il dit c'est pour la drague, ça m'étonnerait, tu vois, c'est possible de se sacrifier pour changer les choses, tu vois. Et tout ça, je suis désolé, mais ça, il faut une sorte de croyance pour ça, tu vois. Croyance en la liberté, tu vois, une croyance en une valeur supérieure que tu ne peux pas prouver. C'est ça. Et c'est ce pari sur la liberté, ce pari révolutionnaire, comme dirait Goldman, c'est ce qui fait qu'on se bouge. Voilà. Ce qu'on se bouge justement pour transformer le monde. C'est le pari qui fait
on puisse se mettre en action. Donc quelque part, ils ont pas tort quand ils disent oui, c'est le truc des militants, machin. Mais j'ai envie de dire, moi, si demain tout le monde croit à la possibilité d'action et de transformation de la liberté, faites l'expérience vous-même. Dites-vous, demain je me lève autour de moi, tout le monde croit qu'on peut changer les choses en se bougeant collectivement et en se mettant en action. Et demain, vous pariez sur la position de Bégodeau et son comparse. Plus personne ne croit en la liberté humaine, en la transformation collective par l'action, mais simplement à la prédétermination depuis le Big Bang. Quelle est la situation la plus favorable pour que le monde change? La question, je pense qu'elle est très simple. Surtout qu'à un moment donné, son pote, il dit si l'humanité disparaît, ça change rien parce qu'on est juste une agitation moléculaire comme d'autres dans l'univers. Et en fait, à l'échelle de l'univers, c'est pas très grave, tu vois. Et en fait, tu vois très bien que sa pensée, elle est tragique. Et puis que sa pensée, surtout, elle pousse pas à se bouger parce que et si tu crois que si l'humanité disparaît, ça change rien et que tout est prédéterminé, je vois pas à quel moment tu te lèves demain pour aller à 5 heures sur un piquet de grève, tu vois. Il y a aucun moment où tu fais ça, tu vois. Par contre, si tu penses que si tu y vas, c'est important, que ça peut faire boule de neige, que d'autres iront parce que tu y es allé, que c'est ton action à toi qui peut faire en sorte que l'action collective change les choses, parce qu'au final, l'action collective, c'est une somme d'actions, une coordination d'actions individuelles, tu vois. Bah, je suis désolé, il y a plus de chances que les choses changent. Ouais, bah, on est complètement d'accord. Et du coup, oui, c'est un espèce de relativisme, un anti-humanisme qui fait que, à la fin, c'est vraiment l'esprit de conservation. Les choses changent parce qu'elles changent, c'est le matérialisme contemplatif. C'est super si elles s'améliorent. Si elles s'améliorent pas, c'est pas grave. Comment tu peux motiver des gens à l'indignation face à ce qui se passe dans le génocide à Gaza, en leur disant que de toute façon, on est tous destinés à mourir et si l'humanité disparaît, c'est pas très grave. Bah effectivement, les crimes de l'humanité contre elle-même sont encore moins graves, tu vois. Enfin, je veux dire, tout ça n'est que vraiment, comme tu dis, purement abstrait, rigolo, sur sa chaise, mais ne permet rien dans la vraie vie. C'est marrant parce que d'ailleurs, c'est un peu une philosophie qui se rapproche de la leur dont on n'a pas parlé. Allez, on va pouvoir vraiment faire une vidéo longue. C'est le stoïcisme, tu vois. C'est vraiment l'Empire romain en crise et c'est pareil de dire ouais, bon, les choses, moi j'ai fait ce que j'ai pu, mais si ça arrive, ça arrive, tu vois. C'est une pensée de quelqu'un qui baisse les bras, tu vois, quand même un petit peu le stoïcisme. Alors ça peut aider à l'échelle individuelle à vivre la crise, c'est quand même pas une pensée très révolutionnaire, tu vois. Ah non, et puis c'est une pensée purement individuelle. Moi, face au monde, c'est-à-dire j'ai mon honneur malgré tout. Tu vois, c'est vraiment une pensée d'individu, de patricien, de gens qui peuvent se permettre d'avoir un recul sur eux-mêmes, une réflexivité sur eux-mêmes, qui ont le temps de bavarder en fait, voilà. Tu vois, et là-dessus on peut s'inscrire nous. Oui, voilà, nous on a le temps de bavarder, mais effectivement on essaye de bavarder pour que la conscience augmente et que l'action augmente, voilà. Eux, ils bavardent pour dire que ça va se faire de toute façon ou pas, et que de toute façon, vous n'y changerez rien. Ben voilà, choisissez, faites le pari sur la liberté ou faites le pari sur le déterminisme, et vous verrez que vos vies seront fondamentalement changées. Je trouve avec une partie chouette et une partie franchement inquiétante, et qui porte un peu en germe la merde qui vient. Qui porte en germe de la main, il parle du manifeste du Parti communiste. C'est ça, exactement. En vrai, le gars, dans notre vidéo, il est jaloux à un moment donné. Il dit ouais, la gauche est pas assez matérialiste. Elle voit pas que si l'extrême droite monte en Allemagne, c'est parce qu'il y a eu un afflux massif de migrants syriens. Mais du coup, ça permet de parler aux gens racistes que de savoir, plutôt que d'aller avec une condamnation morale qui fait qu'on n'arrive même pas à se rencontrer, que d'aller réfléchir aux raisons matérielles pour lesquelles éventuellement ils sentent ce qu'ils sentent. Je veux dire, en Allemagne, et à nouveau, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais tu vois le truc matériel sous les yeux et il faudrait refuser de le voir. T'as un accueil beaucoup plus important que dans les autres pays d'Europe de réfugiés syriens, et 10 ans derrière, t'as un retour de l'extrême droite comme t'as jamais eu depuis la Seconde Guerre mondiale. Il fait des liens de cause à effet un peu chelou. Bon, voilà, l'attaque sur le manifeste. Là, vraiment, il a rien à dire. C'est ça qui est fou. C'est que si un droitard avait dit le quart de ça, il aurait dit quelque chose, et là, il laisse passer comme si c'était vrai. Qui franchement inquiétante, et qui porte un peu en germe la merde qui est venue. Mais sinon, en soi, d'un point de vue intellectuel... Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Le goulag est déjà dans le manifeste. Voilà. Non, mais c'est n'importe quoi, parce qu'en plus, c'est un fan de Nietzsche. À ce moment-là, tu peux faire porter le chapeau du nazisme à Nietzsche et tout. Enfin voilà, je veux dire, je pense que Nietzsche a été repris bien plus mal dans l'histoire que le manifeste du Parti communiste, tu vois, qui a sûrement eu un bilan globalement positif, dirons. Moi, je dirais glorieux. Mais... Les types sont des matérialistes historiques rigoureux, déterministes intégraux. Il y a plein de lignes qui disent ça encore et encore, et sûrement pas des compatibilistes de gauche tels que sont l'immense majorité, c'est-à-dire, oui, il y a du déterminisme, mais grâce à la prise de conscience de notre déterminisme, on peut se libérer de notre déterminisme, quoi. C'est exactement ce que lui raconte. C'est exactement ce qu'il raconte, c'est exactement ce que raconte d'ailleurs Kluskar qui est déterministe, et un marxiste
Je pense qu'il est enfermé un peu dans des contradictions des années 70-80. C'est un Kantien. Ouais, qui reprend ça un peu d'un spinozisme, un petit peu trafiqué et tout. Moi, j'ai cru ça, tu vois, quand j'étais plus jeune, mais j'en suis sorti. Bah, ouais, grâce à moi. C'est vrai. En l'occurrence, si tu veux, s'activerait autre chose. Bah, alors, par exemple, dans la patte du team, on va pas focaliser sur eux, mais finalement, c'est un certain profil, je dirais. Moi, j'appelle ça de l'intellectualocentrisme, et qui est une déviance, si tu veux. Moi, j'essaie toujours de fonctionner comme ça, si tu veux. Comment ça se fait qu'un militant marxiste, Attendez. Ils font une vidéo de 2 heures sur l'ontologie du déterminisme un peu branlette intellectuelle. Je veux dire qu'ils aient raison ou tort, déjà, faut arrêter les gars, vous n'êtes pas là dans le BTP à parler de choses concrètes. Qu'est-ce que vous racontez? Enfin, vous faites de l'ontologie un peu foireuse. Enfin, je veux dire, ce qui est trop... je pense que quelqu'un qui s'en branle de la philosophie, il s'en branle autant de ce qu'on raconte que ce qu'il raconte eux, tu vois. Enfin, Mais ce qui est trop fou, c'est que Pégodo est l'archétype même de l'intellectuel. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas un chercheur, c'est même pas un ingénieur, c'est l'archétype même de ce qu'on appelle l'intellectuel. C'est un type qui, toute sa vie, est payé pour donner son avis sur des choses ou pour écrire des livres. Il est beaucoup plus intellectuel que nous. Et lui, il va nous dire de sa position de pur intellectuel, à nous, des travailleurs, cadres moyenne sup, etc., qui ont un rapport... Oui, on a un rapport à l'intellect et tout, tu vois. Oui, on est intellectualo-centré. Mais gars, soit t'es capable de dire que toi, t'es moins intellectualo-centré que nous, alors que t'es beaucoup plus en pratique intellectuelle au quotidien. Et dans ce cas-là, va quand même falloir faire ressurgir la liberté pour que tu puisses t'extirper autant de ta position matérielle, alors que nous, on la pratique beaucoup moins que toi, que nous. Va falloir que tu fasses apparaître quelque chose de manière ontologique, tu vois. Ou sinon, bah, si tout est déterminé, il n'y a pas de raison que toi qui sois 100% intellectuel, tu sois moins intellectualo-centré que nous qui y sommes qu'à 30-40% en plus de nos vies parallèles, quoi. Voilà. Chris vient avoir une vie parallèle, mais après, voilà, ce truc-là va être coupé au montage bizarrement pour pas que ça me voit. Hein. Il a fait croire à sa meuf en fait qu'il avait adhéré au POI et qu'ils avaient une réunion tous les soirs en fait, mais t'inquiète. Hein. C'était le seul parti où c'était crédible qu'il y a une réunion tous les soirs. Bah oui, c'est pour ça. Tu sais, ils font des réunions avant les réunions de la FI, tu sais. Réunions pour savoir ce que eux vont dire aux réunions de la FI avec les autres. J'aurais pu dire hello aussi, mais ça aurait eu d'autres impacts sur ma vie intime plus chiant. Oui, c'est vrai. Mais bref, donc tu m'as coupé. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tout ce qu'ils postulent d'abord, ils sont obligés de le nier quand ils font des analyses. Et c'est là où on voit en fait la duplicité, les débats de scolastique. Dans l'abstraction, tu postules quelque chose, puis dès que tu fais une pratique concrète, en fait, tu es obligé de faire autre chose parce que tu ne peux pas l'appliquer. Bah là, ils sont typiquement dedans. Lui, il parle du déterminisme absolu, matériel, des positions sociales, etc. Dire, moi, j'arrive à savoir ce qu'est une position intellectualo-centrée ou pas. Bah, comment tu t'es dépositionné? Avec quoi? Avec quel outil? Avec quel processus, François? Justement, si tu veux, parce qu'il va tuer dans la vidéo, c'est que la vidéo commence, le gars à gauche dit si les gens devenaient déterministes, ce serait une véritable révolution, tout comme l'a été la révolution de la bourgeoisie, je sais pas trop quoi, il commence à dire un truc totalement idéaliste, et genre d'un coup les gens ils changent de logiciel, c'est une révolution de fou. Moi j'ai l'intuition, bon, l'histoire n'étant pas finie, quoi, que l'étape d'après est une révolution culturelle déterministe, et qui ne serait pas juste simplement de dire on n'est pas libre et non en fait vous n'êtes pas capable de ça et de ça et de ça, mais de présenter toutes les conséquences fantastiques d'une révolution déterministe au niveau politique, écologique. Et tout un moment, Bégodeau commence à dire oui mais les idées n'ont aucun impact sur le réel. En bon spinozien, je sais que les idées n'affectent rien, quoi. C'est pas parce qu'une idée vraie n'affecte pas les corps. Je veux dire, en tout cas, c'est pas son caractère de vérité qui fera qu'elle sera affectante. C'est une position dualiste, hein, parce que les idées, en réalité, spoiler alert, c'est pas des trucs qui sont différents de la matière totalement. Évidemment que quand tu te mets à avoir une idée de faire la révolution et que tu te mets en pratique et que tu commences à t'organiser, ça a un impact sur le réel. Tu vois, il n'y a pas un dualisme idée-réel. Donc, d'un coup, ils deviennent dualistes. Et à la fin de la fin, Bégodeau dit, en fait, si tout le monde était déterministe, ça changerait rien. Quand bien même j'arriverais à faire entendre à un militant de gauche, puisqu'on parle d'eux depuis quelque temps, quelques éléments d'un déterminisme intégral, je ne suis pas sûr, quand bien même il en serait vaguement convaincu, tu vois, il dire ah oui, c'est vrai quand même, oui, que ça change quoi que ce soit, si tu veux, à sa façon d'occuper la chose politique. Mais c'est Spinoza, en vrai. C'est là où tout le monde comprend son rapport, tu sais, quand il fait justement le deuxième mode de connaissance, qui est un mode très rationaliste. Et puis quand il commence à arriver à l'intuition, la béatitude, là, la liberté, ce serait la nécessité, et la béatitude, c'est la compréhension totale qu'on est déterminé.
Ouais, tu vois ce que je veux dire, t'es là, tu te dis, ok, Baruch, mais tu crois vraiment à ça, tu vois, il te vend une éthique et une théologie dans l'éthique Spinoza, tu finis BA, quoi. Et il finit dans sa vidéo comme ça en mode, ouais, mais moi, à la fin, je suis trop content d'être vivant. J'aime bien ce mot, le vivant. J'en ai pas beaucoup de meilleurs hein, pour décrire un peu l'émotion qui est la mienne d'être en vie, si tu veux. Je suis vivant et je suis dans le vivant. Et le vivant m'émeut en tant que vivant, si tu veux. Mais bon, ça exclut quand même les cailloux. Et là, tu te dis, attends, tu nous as fait le Nietzschéen ou la moralisme, le déterminisme pour à la fin trouver d'être content d'être vivant, tu vois. Enfin, je veux dire, en vrai, je vais même aller plus loin. C'est triste, c'est même un peu tragique et même un peu obscène. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens matériels pour être contents d'être vivants. Ce que fait Bégodeau est un peu, ouais, un peu obscène, quoi. En viennent à laisser une part au libre arbitre. Eh bien, c'est en tant que militant et pas en tant que marxiste. Il y a Ouais. comme une espèce de, tu vois, dans la logique même du militant, c'est ce que j'essayais de dire Non, tout mais à nous, on l'heure. s'en Je fout. rappelle, Déjà, on ne alors, croit pas au libre arbitre, on ne croit pas au déterminisme, on parie Voilà. sur la liberté parce qu'on pense que c'est efficace, parce qu'on pense que ce qui compte c'est l'efficacité politique et pas la scolastique. C'est ça notre position. Vous pouvez être contre, encore une fois, vous pouvez dire le pari sur la liberté c'est de la merde, la liberté n'existe pas parce que tout est déterminé, parce que bon, je peux pas le prouver, mais t'inquiète, si j'étais un démon de la plage, je le prouverais. Moi, je trouve que c'est pas très cohérent et je pense que le mieux, c'est ce qui est le plus efficace en fait. C'est juste ça notre position. Et la liberté n'est pas le libre arbitre, hein. C'est vraiment la confusion. La liberté, c'est la possibilité d'agir. C'est ça. La possibilité d'agir sur la transformation du monde. C'est ce qu'est l'expérience de l'humanité et de sa conscience. Voilà. Le libre arbitre, c'est un fantasme de je peux tout à tout moment par ma propre volonté, etc. Non. Et donc, nous, on s'oppose au libre arbitre et au déterminisme qui ne sont que les deux faces de la même pièce rationaliste et rationaliste dogmatique d'un Spinoza. Toute sa philosophie est une philosophie à la fin de la liberté. Alors, ils ont encore l'outrecuidance de nous dire ouais, mais en fait Spinoza il va pas au bout. Eh les gars, moi je veux bien qu'on critique Spinoza, mais vous avez pas lu Kant, vous avez pas lu Descartes, vous avez pas lu Pascal, vous avez pas lu Spinoza, et vous venez faire des débats sur la liberté. Un peu d'humilité. Tu vois ce que je veux dire? Le gars nous parle de l'humilité radicale, de savoir que tu es une agitation de matière comme un caillou. Et le caillou, il ouvre pas sa gueule sur Pascal et Spinoza, tu vois, et sur la liberté. Si tu veux avoir l'humilité radicale, comporte-toi comme un caillou face à ces questions-là, parce que vraiment, c'est triste, et c'est vraiment pour le coup de la fausse humilité. Voilà. Tu défends l'humilité radicale, on est de la matière comme un caillou, par contre, tu te persuades d'avoir la dignité de pouvoir parler d'un sujet hyper complexe qui a animé toute la philosophie moderne, dans des grands textes, dans des très grands auteurs que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Moi, je te dis, cache-toi un petit peu. Surtout qu'après, il fait un short pour dire ouais, les philosophes qui critiquent en commentaire, j'ai le droit de penser ça. T'es là, et frérot, juste, il y a des gens, en fait, c'est leur boulot. Et ils ont bossé l'histoire de la philosophie. Ils viennent pas t'expliquer la médecine ou la psychiatrie. Ils leur expliquent peut-être pas leur boulot, tu vois. Enfin, je veux dire, sans prendre position. Là, encore une fois, il y a prendre position dans le débat et il y a juste arriver à faire les pourtours. Les philosophes, ils prétendent pas forcément prendre position, les profs de philo. Mais déjà, arriver à voir qu'ils racontent un peu nimp, tu vois, sur le marxisme, sur Spinoza, sur tout ça. Il y a de toute façon le postulat que quand même, il y a ceux qui se bougent, il y a ceux qui se bougent pas. Et que donc c'est compliqué. Quand même, oui, il y a des gens, quand tu milites, tu vois bien le mec qui est pas venu, le mec qui est venu, tu vois, genre, c'est pas une question ontologique. C'est pas un postulat, c'est une constatation empirique, mon gars. Que tu crois au déterminisme, que tu n'y crois pas, le fait qu'il y ait des gens qui se bougent et des gens qui se bougent pas, que tu mettes ça sur le dos du déterminisme ou de la liberté, c'est un constat empirique, c'est pas un postulat. C'est dommage d'être écrivain et de mal manier les mots comme ça. Le fait qu'il y ait des gens qui se bougent et des qui se bougent pas, c'est une expérience concrète et empirique. C'est pas un postulat, c'est le monde réel, François. Quand on a ce paysage mental-là qui est lié à notre ethos même de militant, d'aller faire une part au déterminisme intégral. Mais c'est la même chose avec les intellectuels, enfin, en tout cas ceux qui ont mis au centre la production de biens symboliques, je vais le dire un peu comme ça, on produit des textes, on discourt, on parle, c'est ma vie, quoi, et c'est la vie aussi de... Non, là, enfin vraiment. Et là, c'est du mos majorum, hein. On vous enfume, les gars, hein, avec Bégodeau. Considérer que l'activité intellectuelle, la philosophie, ou même l'activité de la connaissance, c'est de la production de biens symboliques. Bah, je veux dire, Bourdieu est mort 2 fois, là. Je pense que j'ai moins de respect pour Bourdieu qu'en a Bégodeau, mais vraiment, tu le traites vraiment très mal en considérant que la connaissance, c'est de la production de biens symboliques, quoi. On est vraiment dans quelqu'un qui fait semblant de savoir, hein. Et il y a quand même, et ce qui reviendrait peut-être un tout petit peu à ce que je disais de Spinoza tout à l'heure, mais de façon un peu moins mystique, à savoir, quand tu brasses des mots en permanence, tu as quand même un peu besoin de te raconter, surtout quand tu es marxiste et que tu as envie de changer le monde, que les mots changent le monde. Mais les mots changent le monde. Je veux dire, les mots ont une certaine efficience sur le monde. Je veux dire, encore une fois, là, il est dualiste. Le mec en face de lui est psychiatre et donc psychothérapeute.
Je veux dire, il sait bien que les mots peuvent changer. Une consultation, parfois, résout un problème. Tu vois, des mots peuvent changer le monde. Et surtout qu'en plus, ça me fait rire parce que là, en fait, il croit qu'il résume le monde aux marxistes les plus anti-dialectiques de tous les temps. Tu vois, les Plekhanov, Kautsky, etc. Tu vois, en mode superstructure, infrastructure. Et il pense que c'est ça le marxisme, quoi. Et il pense que le marxisme est cette vision ultra déterministe, c'est-à-dire le marxisme de la Seconde Internationale sclérosée, comme les libéraux qui attaquent le marxisme pensent qu'il est, quoi. Enfin, c'est un économicisme presque, quoi. Par extension, que quand même, les idées peuvent un peu changer la matière. Et ça y est, on... Il n'y a pas une matière d'un côté. Les mecs sont dualistes. Les idées peuvent un peu changer. Bah, les idées, oui, je suis désolé. Et le christianisme, dans sa formulation, a changé la face de l'histoire. Évidemment qu'il est porté par des corps sociaux qui ont adhéré au christianisme, je sais pas, les esclaves romains et tout ça. En fait, tout ça, ça va ensemble, c'est pas l'un ou l'autre. Tu peux pas dire, ah bah non, c'est juste les esclaves romains et les idées chrétiennes n'ont rien à voir avec la pratique chrétienne. C'est deux faces d'une même pièce, en fait. Mais quand Marx dit, parce que lui, il a demandé à ChatGPT, mais elle a pas dû ressortir cette phrase. Quand Marx dit, quand les idées s'emparent des masses, elles deviennent une force matérielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? En plus, pour eux, la matérialité, c'est la matière. Tu sais, c'est les cailloux. Ah bah oui, c'est une vision vulgaire de la matière. Oui. Vulgaire de la matière, vraiment. C'est justement, vraiment Traductao, il parle du langage comme une matérialité d'un genre nouveau, tu sais. Parce que justement, pour lui, la conscience vient du langage, c'est-à-dire de la nécessité d'être en coopération avec des gens, mais de la formalisation de cette coopération dans un but commun. Et donc, tout ça, c'est matériel, tu vois. C'est pas parce que ça paraît être du vent qui bouge que c'est pas matériel, tu vois. Le concept de classe a montré une matérialité concrète des rapports sociaux humains qu'est l'exploitation. Mais c'est le concept même de classe et de lutte des classes qui est fondamental. Comment tu peux séparer l'émergence de ce concept qui a fait le tour du monde avec le rapport social qui était là, préexistant, etc. Qui va dire la lutte des classes commence avant, après, etc. Ben non, il y a un rapport social, il a atteint un certain degré de qualitatif qui fait qu'on est obligé de le penser et d'y mettre des mots dessus, et le fait de mettre des mots dessus permet l'action et la mise en mouvement de cette classe-là contre son oppression. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas une classe révolutionnaire qui ne produit pas des mots révolutionnaires. Le problème avec les mots, c'est que la bourgeoisie fait de la classe intellectuelle une classe qui fait que de l'intellect, de l'autre côté, une classe qui fait que du travail pratique et qui est soumise à la classe intellectuelle. En fait, le problème, il est là. Mais en fait, notre but, c'est de réconcilier les deux. C'est pas de dire, ah non, les mots, les idées, l'intellect, ça sert à rien. Surtout qu'au début de la vidéo, ils nous disent, si les gens devenaient déterministes, ce serait une véritable révolution. Et là, à la fin de la vidéo, ils nous disent, en fait, les idées, ça sert à rien. Ah, pourquoi vous faites une vidéo de 2 heures pour convaincre les gens d'être déterministes, tu vois, genre, ça n'a aucun sens, tu vois. C'est pour ça qu'elle m'a fait marrer la vidéo. Il y a quand même un peu l'idée que quand même, si les gens réfléchissent, si les gens sont conscients, si les gens lisent des livres, et notamment les miens, enfin tu vois, il y a un truc, c'est sûr, l'électrolocentrisme, c'est... Parce que lui, il écrit pour rien. Lui, il écrit, il pense que ça change rien. Il écrit juste par dandisme, ça n'a aucun sens. C'est ce qu'il dit en plus, il l'assume, hein. Il dit, moi, je fais ça parce que ça me plaît. Même lui, il croit pas. Je sais pas, en tout cas, c'est sa posture. Ça sert à quoi d'écrire Histoire de ta bêtise si ça n'a aucune utilité, tu vois, genre, c'est juste pour la beauté, c'est pour le plaisir esthétique que ressentent les gens en lisant un livre qui est plutôt un livre de pratique politique, tu vois. Alors moi, je pourrais faire une émission sur l'histoire de ta bêtise. C'est vraiment le mauvais chrétien qui fait son introspection. C'est vraiment les confessions au sens augustinienne de Bégodeau. C'est qui dit, ben moi, il a des phrases très marrantes. Ouais, moi, est-ce que je suis un bourgeois parce que j'ai quand même un appart de 400 000. Ah, mais non, parce que je l'ai décoré comme quand j'étais étudiant et que j'avais pas de thunes, donc ça me fait, moi, je suis pas vraiment tout à fait un bourgeois et tout. Il dit vraiment ce genre de conneries. Franchement, moi, j'ai lu ça comme les confessions d'un petit bourgeois. Et vraiment, il est dans ce truc-là. Est-ce que je peux encore être de gauche alors que je suis propriétaire, quoi. C'est vraiment un livre de mauvais chrétien, quoi. Quand je dis publiquement que je pense que les livres ne changent rien à rien, c'est toujours perçu comme les gens me disent, mais c'est bizarre, mais du coup, pourquoi tu écris Bref, on va pas boucler 30 000 ans, mais les livres, c'est pas quelque chose d'idéal et qui n'a rien à voir avec la matérialité. Je veux dire, en quoi les livres ne changent... Enfin, les livres, c'est matériel, tu vois. Enfin, je ne comprends pas comment ils peuvent être dualistes à ce point-là en se prétendant super matérialistes, déterministes, tu vois. Eh ben, j'écris parce que j'écris. Je suis désolé, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu être déterminé à autre chose, mais j'ai écrit parce que j'ai écrit. Bon, mais non, ce qui me fait écrire n'est pas de changer le monde. Enfin, bref. Donc je pense que oui, c'est très compliqué pour un intellectuel Tu d'admettre. vois, t'as le libre arbitre, mais qui n'existe même pas trop. Les gens qui se diraient, moi, je peux changer le monde à l'échelle individuelle, juste comme ça, je peux tout faire, tu vois. Et eux, ils disent, non, mais en fait, tout ce que je fais, ça change rien du tout. Tout était prédéterminé. Et tu vois, le déterminisme, à la fin, tu vois, tu dis, c'est quand même beaucoup d'énergie pour, à la fin, tomber dans des tautologies, quoi. Ah bah oui. Mais c'est l'inverse du développement personnel, un peu. C'est le développement personnel, genre, ouais, tu peux tout faire par toi-même. Bouge-toi, ouais, c'est ça. Et là, c'est l'inverse. Ah, c'est- Bouge-toi pas, en fait, ça change rien. C'est le cynisme. Mais c'est vraiment pour tomber à la fin dans des tautologies. Tu lui dis, bah, pourquoi tu fais ça ? Bah, parce que je le fais. Bah, très bien. Bah, tu vois, c'est beaucoup d'énergie pour tomber sur quelque chose C'est de... tragique de fou, par Ouais. contre.
Ouais, c'est tragique. Tu te dis, à la fin, c'est de la foi, quoi. Il n'y a pas de pari comme nous, parce que justement, ça oblige pas à se mettre en action. Pascal a des mots très justes, par exemple, quand il dit, mais en fait, comment je peux avoir la foi? Et il dit, il commençait par faire les gestes, tu vois. Et c'est aussi ça, aussi, nous, on pourrait avoir ce truc pascalien, se dire, comment tu vas avoir la foi qu'on transforme le monde? Viens militer avec nous, tu vas voir. Tu vois on ce le que... dit souvent, et Mais- c'est vrai, la coopération, et quand tu rentres dans un syndicat, que les gens, ils apprennent à te connaître, ils s'intéressent à toi, ils t'amènent découvrir, je sais pas, ton premier tractage, ton première fois où tu colles une affiche. Tout ça, en fait, ça te fait aussi dire que c'est possible à plusieurs, tu vois. Puis des C'est fois, il y ça. a des petites victoires, tu vois, et tu te dis, c'est possible à plusieurs, tu vois. Et c'est sûr que si tu vas pas, t'as l'impression que rien n'est possible. On va pas continuer, je pense, à boucler comme ça, parce que du coup, on va se répéter. Mais allez voir la vidéo et allez voir la chaîne, même les anciennes vidéos, hein, c'est à mon avis assez intéressant. Ce qu'on voit, c'est vraiment ce cœur de penser la liberté qui est justement le dépassement et du déterminisme et du libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de transformer les choses, capacité collective pour l'humanité de transformer les choses, c'est-à-dire d'agir sur son propre destin, pas de vouloir ce qu'on veut à l'échelle individuelle. Le libre arbitre est toujours une échelle individuelle, hein, il est pensé comme ça dans la philosophie rationaliste. Cette capacité à changer les choses par la compréhension des rapports sociaux, la compréhension du monde qui nous engage et par les possibilités qu'il permet, nous oblige à l'action. Et le marxisme est cette philosophie de l'action que refuse le déterminisme intégral. Voilà, si vous regardez cette vidéo, au mieux, il y a de la connaissance, au mieux, il y a de la compréhension, mais il n'y a jamais d'action. Et le déterminisme tend à vouloir nier l'action immédiate, immanente, comme quelque chose de nécessaire à la compréhension du monde et à sa transformation. Nous, on va continuer de faire ça, on va continuer de défendre cette position épistémologique, cette position philosophique, parce qu'elle est au cœur du marxisme, comme l'a rappelé Labika tout à l'heure. On vous rappelle de venir avec nous mettre en action cette philosophie qui est le marxisme. Il n'y a pas de théorie sans pratique et de pratique sans théorie. C'est la dialectique fondamentale. Pour ça, soutenez la campagne de Position Revue, Position qui nous permet toujours de penser les positions et quelles actions elles nous permettent. Soutenez les chaînes, On ne veut plus, bougez-vous, rejoignez des assos, des syndicats, des partis, transformez-les de l'intérieur pour pouvoir transformer l'extérieur. Et on vous dit, à plus. Salut à tous. À plus, n'oublie pas que c'est possible.